Mesdames, Messieurs, bon dimanche, ravi ces images. Vous savez encore très nombreux derrière vos petits écrans d'écoute de ce programme hebdomadaire diffusé sur les antennes d'Horizon 3 Télévision qui s'impose au Rwanda dans l'Andeno communicationnel comme le programme majeur. Le programme majeur tous les dimanches, espace horaire 10h30, 12h30. Bienvenue sur Tour de Table. Tour de Table, votre émission qui adresse, qui déploie, qui a des informations comme nulle part ailleurs. Tour de Table, votre émission qui tous les dimanches sur ce plateau reçoit un panel éclectique riche et varié d'experts qui viennent ici croiser le verbe à ressortir la quintessence, la substance, essence et le traitement de la bonne, mais au-delà de la très bonne information. Mesdames, Messieurs, dimanche encore, vous êtes à la bonne adresse, asseyez-vous confortablement. On va passer 2 merveilleuses heures en télévision, vous et nous, le temps de repartir là autour de la région, juste après pour dérouler le tapis rouge à ceux qui ont bien voulu ce dimanche nous honorer de leur présence, qui sont venus décrypter avec élégance, éloquence, véhémence les différentes thématiques qui sont à leur portée au devant de la scène. Tout ce pour la suite. L'émission Tour de Table de ce dimanche, pour ceux qui nous prennent en relais pour la toute première fois, c'est votre émission qui est diffusée et produite sur l'antenne d'Horizon 3 Télévision tous les dimanches. Et ça serait 10h30, 12h30. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à cette émission. Votre fidélité nous honore véritablement. Voilà, maintenant que les civilités ont été passées entre vous et nous, permettez-moi de dérouler le tapis rouge comme ça à ceux qui sont avec nous sur ce plateau ce jour. Il est avec nous ce jour sur ce plateau politique, un homme politique émérite, un homme politique aguerri, un homme politique ambitieux qui n'a pas sa langue dans la poche. Président national d'un parti politique, l'UPA. Il nous fait l'honneur d'être nous ce matin encore sur le plateau d'émission Tour de Table sur Horizon Télévision. Lui, c'est Simon Mambou. Bien le bonjour, Président. Merci. Bonjour, Bertrand. Bonjour aux co-discutants et bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne qui ne cesse de monter, Horizon 3. Voilà, Président Simon Mambou, vous voulez qu'on adresse rapidement une thématique qui a fait les choux gras du l'annonce social cette semaine, la conférence épiscopale des évêques qui a accouché d'un communiqué où dans ce communiqué ils sortent 10 critères majeurs qui devraient que devrait en principe avoir le président. Un homme qui doit diriger au Cameroun devrait avoir ces 10 critères réunis, sinon il n'entre pas dans le carcan de façon véritable. On peut citer là l'humilité, on peut citer là comme l'empathie, on peut citer le don de soi, l'amour du pays. On dit 2-3 choses quand même tout petit peu intéressantes. Beaucoup de personnes se demandent c'est quoi le rôle des évêques. Est-ce que c'est le rôle des évêques de prendre position comme ça sur la sphère politique? Est-ce que les évêques font de la politique, Simon Mambou? Est-ce que vous avez aussi été un peu touché, frustré, outré par ces évêques comme beaucoup d'hommes politiques au Cameroun? Non, absolument pas. Les évêques ont dit, et ce n'est pas la première fois, déjà il faut le noter, déjà en 2018, ils ont quand même aussi, ils ont toujours, au travers d'une correspondance, dressé le profil type du candidat pour l'élection présidentielle. Donc ce n'est que une forme de bis repetita. Et je ne vois pas en quoi ça devrait poser un problème qu'une congrégation religieuse, certaines personnes qui font partie des moralisateurs de la société, puissent donner leur opinion sur une situation qui concerne la vie publique de notre pays. Les évêques ne vivent pas ex nihilo. Ils sont au Cameroun avec vous, les prêtres sont au Cameroun avec nous, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et je pense qu'ils sont même beaucoup plus impactés aussi que le reste de la population parce que dans les églises, nous avons beaucoup d'autres organisations. Je parle par exemple de la Caritas, en ce qui concerne par exemple l'église catholique, que je connais un peu. À un moment, lorsque la caisse s'amoindrit, on comprend que c'est parce qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir des donateurs. Et lorsqu'il n'y a plus de donateurs, l'église qui prend aux gens qui ont un tout petit peu pour satisfaire les besoins de ceux qui en ont
qui sont dans la nécessité, ne peut plus le faire. On comprend qu'il y a un problème qui se pose, il y a un problème de crise qui se pose. Et tout le monde est conscient qu'au niveau du plan économique, rien ne marche plus au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser l'économie du Cameroun? Le pays est en austérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer l'économie du Cameroun? Il faut changer de paradigme. Et ce paradigme passe aussi par le tact de l'homme qui dirige le pays. Donc, c'est tout à fait normal que les évêques, dans leur posture, puissent donner aussi quelques indicateurs, quelques indications sur le critère de choix que le lecteur doit pouvoir se baser dessus pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne. Je ne crois pas qu'il y ait de procès à faire à ces personnes-là. Ils sont citoyens camerounais, ils ont la vie, ils jouissent aussi du droit d'expression, ils donnent leur opinion, ils sont libres de donner cette opinion. Voilà, merci à vous, Président Simon Mam, pour cette première prise de parole avec nous ce matin sur ce plateau aussi cadre, persuadé, très condamné la ministre sociale et communicationnelle au Cameroun. Il n'a pas eu sa langue dans la poche, c'est un cadre politique du Parti citoyen actif du Cameroun. Bien bonjour. Bonjour, M. Lucas, bonjour aux co-discutants. J'ai le plaisir de le retrouver. Voilà. Je voudrais également adresser mes civilités à votre top management dans sa verticalité, partant de l'honorable à vous, passant par Madame Tigniem et mon ami Julio Axel. C'est un honneur pour moi d'être là sur ce plateau très prestigieux. Je voudrais adresser au nom des citoyens actifs du Cameroun tous nos sincères remerciements pour cette invitation. Voilà, monsieur Hubert Volo, vous êtes un homme politique, vous êtes un analyste sociopolitique aussi. Ça voudrait dire que la source des évêques a certainement attiré ou retenu votre attention. Lorsque vous regardez, vous scrutez et vous voyez le profil type qu'ils ont ressorti, est-ce que dans l'anneau politique aujourd'hui au Cameroun, il y a un seul individu qui peut à lui seul regrouper tous ces critères que les évêques ont sortis? Et quelle est la pertinence même de la situation des évêques en cette période? Est-ce que c'est le rôle des évêques de faire un tout petit peu de politique, sortir un profil type? Est-ce que c'est le rôle? Est-ce que vous prenez ça bien ou pas? Je réponds à la question en commençant par le bout, par la fin, j'allais dire. Effectivement, être évêque ne vous détache pas de votre citoyenneté. Donc, ils sont bien évêques. L'évêque ou alors le service du prélat n'est qu'une profession. Mais à la base, vous avez un acte de naissance, vous avez une carte nationale d'identité. Et donc, de ce point de vue, vous avez le droit de vous exprimer sur les questions de la nation. Et donc, vous exprimez. Je crois que les évêques également votent. Ils ne sont pas astreints de la réserve comme la grande muette, comme les militaires. Donc, et je crois que c'est à ce titre-là qu'ils se sont prononcés. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est que le fait de poser cette question sur la table par vous, qui êtes les hommes de médias, personne ne fait mention d'une loi qui a été violée en effet. Donc de ce point de vue, nous restons donc dans ce qui est de normal. Ils ont donc le droit, justement, en tant que citoyens, de se prononcer. Davantage le droit parce que, je crois que c'est l'aîné Simo qui l'indiquait, c'est des gens qui ont qui sont des personnes publiques, mais qui défendent une certaine moralité, certaines valeurs. Ils parlent donc au nom d'une église. Une église qui a manifestement une ancrage réel en Afrique au sud du Sahara et donc au Cameroun. Donc de ce point de vue, ne pas se prononcer sur ces affaires de la nation, y compris celles relatives à la politique, laisserait à mon sens les fidèles dans l'impasse. Les fidèles ont besoin d'être fixés sur un certain nombre de questions, en l'occurrence celles politiques. Et l'évêque, le prélat, qui manifestement est dépositaire d'un certain nombre de connaissances et même qui, du point de vue spirituel, a un dessus, peut donc donner une orientation précise aux fidèles pour des questions de logique, des questions de promotion des valeurs et donc de stabilité. L'action des évêques, de mon point de vue, entre donc dans la promotion de la stabilité du Cameroun. Parce qu'en réalité, on est dans une période très critique et il faut bien que les gens, les uns les autres,
s'imprègne d'un certain nombre de valeurs. Et les valeurs qui ont été énoncées, parce que moi j'appelle ça comme ça des valeurs, ça peut répondre à votre question dans sa première partie. Est-ce qu'il y a un candidat qui pourrait réunir tous les éléments qui ont été évoqués? Je voulais dire qu'il y a des candidats qui n'ont pas tout, davantage. Il y a par exemple une disposition qui dit que le candidat doit pouvoir parcourir tout le Cameroun. Tout le Cameroun, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des candidats qui ne peuvent pas parcourir tout le Cameroun. Ils ne l'ont jamais fait. Et ce n'est pas quand ils seront cette fois-ci candidats ou encore élus qui pourront le faire. Donc, ce genre de candidats, vous les connaissez, ils sont d'office disqualifiés. On considère que ceux qui peuvent parcourir le Cameroun, c'est ceux qui ont donc encore à la fois la vélocité, la vivacité, la disponibilité et la volonté même de découvrir. Je me suis rendu compte que le président, ou alors le candidat Cabral Lébi, à mon sens, réunit manifestement. S'il n'a pas tous les critères, il en a au moins 8. 8 et je crois qu'il est largement au-dessus de la moyenne. Ça fait 80%. Et donc, je crois que c'est à lui et les Camerounais doivent justement calquer ces éléments-là sur Cabral Lébi parce que moi je pense qu'il est l'homme qui peut faire l'affaire. Voilà, avec nous, ce matin, nous faisons le collectif du droit pour le peuple. Voilà, nous sommes là. Aimé Césaire Dabo, bien le bonjour, Aimé Césaire Dabo. Monsieur Bika, bonjour. Bonjour à 5 millions de téléspectateurs. Ces téléregardeurs à qui je dis soigneusement bonjour en ce 6 avril de l'an de grâce 2025. Je ne vais pas oublier le top management de cette télévision qui monte et monte encore en puissance. Ce serait un crime de lèse-majesté que de ne pas dire bonjour au consul du collectif Droit pour le peuple. Il s'appelle Ramani Yeh, politiste, politologue si vous voulez. Lorsque je l'ai dit, M. Bika, je voudrais vous remercier de m'avoir également convié une fois de plus, voire de trop, à cette autre messe télévisuelle. Je suis donc très content d'être des vôtres ce dimanche. Voilà, Aimé Césaire Dabo, beaucoup de Camerounais estiment tout de même que les évêques, en élaguant un profil type pour que le candidat devrait porter, c'est prendre quelque peu position, puisqu'il est de fait établi qu'il y a des candidats qui n'entrent pas dans ce profil type. Ils estiment donc que les évêques doivent jouer un rôle impartial, déterminer une critériologie, parce qu'ils ont quand même une forme d'impact sur le peuple lorsqu'ils parlent. Prendre position comme ça avec des critères, c'est faire que beaucoup de candidats soient dorénavant non partants dans le cœur des Camerounais. Est-ce que l'Église doit prendre position? Est-ce que l'Église doit prendre position en matière électorale? Est-ce que l'Église doit influencer le choix des Camerounais? Bétan Bika, vous n'avez pas besoin de me poser la question parce que j'ai déjà tout écouté. Je me suis cru être encore en train de lire la Bible où Moïse, descendant du mont Sinaï, était en train de dire les recommandations reçues au mont Sinaï. Je suis choqué, évalué. Je vais parler de la chose en deux volets. L'aspect journalistique également. Je ne peux pas me défaire de cette casquette lorsque je suis face à un sujet. Et humainement, et Hubert l'a relevé fort opportunement, ce sont des citoyens. La libre expression, la liberté d'expression, je ne parle pas du libertinage, parce que là on est en train d'aller vers le libertinage. Je convoque la liberté d'expression pour dire on peut s'exprimer. De l'autre côté, je veux quand même dire aux uns aux autres que la communication sociale, régie par la loi du 19 décembre 1990, nous permet un certain nombre de choses, mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête, ou bien notre expression s'arrête là où commence celle de l'autre. Nous sommes des Bantous ou semi-Bantous, M. Bika. Lorsqu'on est tombé, on ne doit pas s'arc-bouter à l'endroit où on se retrouve. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Vous vous souvenez que des prélats ont fait une des sorties, nous sommes à 2 mois plus tôt, où un s'est même donné le luxe de dire que mieux qu'un diable prenne même le pouvoir. Là, j'appelle M. Diochebon Kalabous
pour lui dire, le prêtre, le pasteur fait de la communication. Et doit être sanctionné lorsqu'il a dérapé. C'est de la communication sociale. Là, je convoque les sacro-saints principes du journalisme. Ouais. De la communication. Même si un diable prend, laissons-le prendre d'abord. Et beaucoup peuvent s'amuser. Là, je convoque le quotient intellectuel de ceux qui écoutent ce discours qui rentre dans l'ordre d'une fatwa. Combien peuvent aller à l'extérieur et mettre en exergue ce qu'il a dit? Personne n'y pense. Mais on est juste émotif, on est sensationnel, on dit bah vraiment il est fâché. Mais si vous êtes fâché et vous dites des choses qui posent entorse aux lois et règlements, on va vous rappeler alors. Monsieur Bika, lorsque vous me dites même que les prêtres, les pasteurs disent que les gens souffrent, vous savez, y a-t-il 2 endroits, je parle du Cameroun succinctement, où les gens sont plus spoliés, plus, je vais utiliser quelle expression? Va dans les églises réveillées. Les femmes quittent le foyer tous les jours, croyant au mystère d'un type parti du Bénin pour le Cameroun, ou bien je ne sais pas dans quel pays africain. Vous connaissez le nombre de femmes qui vendent des véhicules, confisquent les cartes des bancaires de leur mari pour venir donner au prêtre, au pasteur. Mais mon Dieu, vous dites donc que ces gens sont tellement très mécontents de la situation habituelle. Mais vous savez combien de Camerounais ont été dépossédés de leur patrimoine? Je parle des terres, messieurs. Des hectares de terrain acquis à 0 francs, rien comme ça là. Mais vous savez combien on paye dans des écoles? Je ne veux pas parler de l'université catholique ou bien protestante qui se trouve à l'Ixon et bien d'autres. Bon, messieurs, si là-bas, on prône l'aisance, on veut que les gens soient à l'aise, mais là-bas, on met gratuitement. Comme on demande 50 000 à l'université, là, on demande là-bas 20 000. Mais si ce n'est pas fait comme ça, vous ne pouvez pas contribuer à la spoliation des Camerounais et être les premiers à mettre les vertus, à prôner les vertus malencontreuses. Je suis choqué et gêné. J'ai dit ceci. Dans leur première sortie, ils indiquent clairement que M. Paul Biya n'est plus l'homme de la situation. Mais je leur demande au nom de quoi? Avez-vous qualité? Non. Mais de quoi parlons-nous, M. Bika? Quand vous faites un communiqué disant que vous ne voulez pas de X, M. Paul Biya légalement est candidat, peut candidater. Mais vous venez donc de nulle part avec des histoires, ça veut dire que vous avez un agenda caché. Vous avez un agenda caché. Sinon, comment venir dire que nous ne voulons plus de X? Dis seulement que bah, vraiment, les gens s'ouvrent bien à notre niveau, voilà comment on peut aussi faire. Pourquoi ils ne disent pas ce qu'ils font à leur niveau? Pourquoi ils ne parlent pas de l'homosexualité? Un crime contre l'humanité, pourquoi ils n'en parlent pas? Moi, je veux qu'ils en parlent. Je peux ne pas avoir de l'argent à aller au champ, creuser du manioc, monsieur, que j'ai cultivé. Mais lorsqu'on défenestre mon fils, lorsqu'on empêche à ma fille de procréer, et que ceux qui vous parlent là ne le dénoncent pas, je ne veux même pas venir ici dire qu'ils en sont en plein dedans. Mais je dis quand même qu'ils devraient dénoncer. C'est un crime contre l'humanité. J'attends ces personnes sur cette logique-là. S'ils dénoncent ça, et me demandent même de sortir pour aller dans la rue pour en parler, j'y serai. Mais venir dire que non, vraiment les gens vivent mal, ce n'est pas bien, on veut quelqu'un qui va venir arranger, qu'ils commencent par arranger eux-mêmes dans leur maison. C'est ce que voulait dire M. Bika. Monsieur Bika, vraiment, c'est vrai que c'est le sujet d'entrée, mais je suis très gêné quand l'aîné oriente la question comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous accuse d'avoir volé, que vous voyez un voleur et vous êtes interdit de le dénoncer. Ça, c'est la première chose. Après, on viendra vous dire, toi-même quand tu volais hier, pourquoi est-ce que tu viens parler à un voleur de demain? Sinon, on va effectivement se retrouver dans une société qui est quasiment comme dans une jungle. Et c'est quasiment l'image que je prends pour interpréter le discours de mon co-discutant. C'est inadmissible. Soit on est d'accord qu'effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont faites, on les valide. Après, on met quand même un peu une sorte de critique en demandant justement à l'Église, elle aussi, bien que, admettant ce qu'elle dit
comme étant pertinent, lui demandant de s'améliorer. Encore qu'il y a des exemples à l'intérieur qui, ma foi, ne peuvent pas être ça. Quand on convoque les questions d'éducation, l'éducation a un coût. Et vous savez clairement que pour que, en termes d'éducation, il y ait un résultat, il faut suffisamment investir. Donc ne demandez pas à l'Église catholique juste pour une critique de rendre les écoles gratuites. Et à côté de ça, vous lui interdisez justement de pouvoir dessiner le profil type du candidat. Voilà, là, je suis partout, le quatrième, déjà avec nous installé, Sénacom, du Parti Jouvence. Patrick Biébébé, bonjour. Bonjour également aux co-discutants. Bonjour à ces millions de Camerounais qui nous font toujours le plaisir, l'insigne honneur même je dirais, de nous suivre tous les dimanches. Je profite de votre antenne pour passer mes salutations les plus distinguées, n'est-ce pas, à notre guide, Valère Bessala, également aux sympathisants, aux militants du Parti Jouvence. Voilà, merci d'être avec nous ce dimanche. Votre regard sur la sortie des évêques. Dambo estime qu'elle est inappropriée et illégitime parce qu'eux-mêmes ne jugent pas d'une probité morale certaine. Hubert Mvolo et Simon Mambo estiment que c'est de leur droit d'envoi citoyen. Ils ont le droit de dire, d'observer, de proposer même ce profil type à la société camerounaise. Votre regard? Bien, je suis choqué, n'est-ce pas, par les propos de Dambo. Parce que tout à l'heure, il a commencé par dire quelque chose de pertinent, c'est que nous jouissons quand même de la liberté d'expression dans ce pays. Et que les prélats sont également des citoyens camerounais qui jouissent de cette liberté d'expression. Ils ont donc le droit de donner leur avis sur les questions qui concernent l'actualité, la politique, la vie sociale au Cameroun. Pourquoi voulez-vous qu'ils se cantonnent seulement à leur rôle à l'Église? Il me souvient que lors d'un grand dialogue, on a convié un prélat, Monseigneur Toumi en l'occurrence, n'est-ce pas, pour des questions qui portaient justement sur la politique. Tout à fait, il présidait une commission. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque ces mêmes personnes vous disent que voici les recommandations, et ce n'était même pas des, comment je vais dire, c'était pas des règles à observer de manière impérative, c'était des recommandations que pour que le Cameroun se porte bien, se porte davantage mieux, il faudrait que le prochain qui présidera aux destinées des Camerounais ait ce profil, ce type de Camerounais. Et nous sommes d'avis, tout à l'heure vous parliez d'intégrité. On a dit qu'il faudrait que le prochain candidat puisse parcourir les 10 régions. Nous sommes d'accord. Lorsque vous observez certains qui peut-être vont se porter à la magistrature, vont se porter candidat à la magistrature suprême, nous sommes d'accord que l'intégrité, ils ne l'ont peut-être plus. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Dites que vous êtes d'accord. Quand vous dites nous, moi je suis inclus. Monsieur Dambo, je vous ai écouté religieusement. Je vous ai écouté religieusement. Permettez que je poursuive. Permettez que je poursuive. Permettez que je poursuive. Lorsque je disais donc que nous sommes d'accord que l'intégrité, certains qui vont se porter à la candidature, à la magistrature suprême ne l'ont peut-être plus. Nous sommes d'accord que certains ne peuvent plus effectivement faire le tour du Cameroun. Peut-être parce que du fait de leur grand âge, ils n'ont plus ce dynamisme qu'un jeune pourrait avoir. Vous savez que nous, dans le Parti Jouvence, nous avons fait de la jeunesse un programme politique. Un programme politique parce que nous estimons que pour redresser le pays, certes, la jeunesse ne fait pas tout, mais il faut déjà d'abord avoir le dynamisme nécessaire pour aller toucher les réalités du doigt un peu partout dans les 10 régions. Il ne suffit pas de rester dans son palais, tel un roi, tel un monarque, et dire je vais essayer, je vais résoudre les problèmes qui se passent à l'extrême nord. Il faut pouvoir se déplacer, aller dans cette localité. Et donc,
pour ma part, les recommandations faites par l'Église catholique sont les bienvenues. Et là, nous sommes d'avis que l'Église catholique est une autorité morale. Est une autorité morale. Et parce que autorité morale, elle a quand même le droit, n'est-ce pas, de dire que voici, pour que le Cameroun, comme je l'ai dit, se porte bien, que le prochain candidat qui viendra, qu'il ait un tel nombre de critères et que si ces critères sont peut-être pas tous, parce qu'un seul homme ne peut peut-être pas tous les avoir, mais si au moins nous avons 7, 8, voire 9 critères déjà sur 10, je pense que le pays se portera davantage mieux. Ouais, monsieur Simo, Les avant, j'ai été quand même indexé, Allez-y, monsieur Bika. allez-y donc, Vraiment. Non, je peux pas, monsieur Simon, vous allez me comprendre, mais nous sommes dans la communication. Je ne veux pas être incompris. Je ne veux pas être incompris. Allez-y. Je n'ai jamais dit ici dans mes propos que les gens n'ont pas droit de dire je suis Mais vous allé avez dit tout à l'heure, qu'on s'achemine vers le libertinage. Or, c'est déjà faire preuve de privation de liberté en disant aux gens de ne pas communiquer sur tel sujet et de communiquer uniquement sur des choses qui concernent l'Église. Bref, je ne suis pas responsable de ta manière de comprendre. Je suis en train de dire ceci, M. Bika. La liberté n'est pas le libertinage. On peut s'exprimer lorsqu'on est allé au-delà. Et j'ai donné des éléments factuels. Qu'on me démontre le contraire en me donnant des éléments. Et je ne me suis même pas attardé à leur sortie. J'ai pris préalablement des faits pour étayer mes propos. Et ces faits étaient en déphasage total avec ce qu'il disait. J'ai dit, est-ce que M. Paul Biya souffre d'une légalité pour que vous lui interdisiez de se représenter? Est-ce qu'ils ont interdit? Est-ce qu'ils ont dit que tel candidat ne va pas être? Ce que j'ai dit, vous n'avez pas suivi? Non, je crois qu'ils Même si c'est un diable qui prend. Non. Je pense que... On parle là de la correspondance des évêques. On parle là de la correspondance officielle des évêques que nous avons tous. La première correspondance disait quoi? Non, c'était une sortie. J'ai dit la première correspondance des évêques réunis à Boya disait quoi? Oui, mais on s'en tient pour l'instant au document qu'on nous a produit. Non, La déclaration, il faut dire qu'on n'analyse pas en compte tous les segments de d'accord, mais on passe quand on a un débat pour faire une analyse globale. Lorsqu'il parle de la sortie de l'évêque de Yagua, c'était ni à la conférence épiscopale à Boya, ni dans cette conférence. Celle de Boya a eu des préalables où on mettait en exergue. Mais n'oubliez pas également, je pense que nous avons tous fait les bancs, la classe de terminale, je pense, qu'il y a ce qu'on appelle les figures de style. Lorsqu'il dit que le diable prenne, vous le prenez au premier degré. Ce qui est important aujourd'hui, après la sortie des évêques dans cette correspondance, attendez-vous certainement aussi à la sortie de la société civile, qui sont aussi libres de s'exprimer sur le sujet, en donnant un profil type. Voilà, en donnant un procès. Donc on va faire le procès de personnes aussi, voilà. Parce que simplement ils ont dit ce qu'ils pensent. C'est une analyse des faits, monsieur. Ce n'est pas un procès, je ne suis pas un juge. Très bien. C'est une analyse des faits et je donne mon avis. Mais en allant faire le procès en disant, ils n'ont pas dénoncé l'homosexualité, d'ailleurs, ils n'ont jamais approuvé l'homosexualité. Est-ce que ce n'est pas de mon droit de dire ce que je pense? Si vous dites que nous sommes en liberté. Ce sont des faits qui peuvent arriver dans n'importe quelle organisation. Donc, ils ne font pas l'apologie de l'homosexualité, même s'ils n'ont pas peut-être dénoncé dans les... Si je leur demande de dénoncer, je ne suis pas fondé de le dire. Je suis d'accord. Non. C'est parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas. Vous avez dit qu'ils n'ont pas dénoncé. Vous n'avez pas dit que je souhaiterais qu'ils dénoncent. Un peu comme Hubert l'a dit, il n'a qu'à demander que l'Église fasse aussi sa part de choses. Si par contre l'Église approuve de cette manière, ça veut dire qu'ils ne sont pas contre ça. Non, on revient, on passe en mais justement, j'ai rebondi parce que vous, Bertrand Bika, vous avez ajouté de l'eau. Non, les cardinaux et les évêques africains avaient dénoncé la sortie du pape. Il faut qu'on soit clair. On pensait même déjà, on entrevoyait même déjà un schisme au niveau de l'Église catholique avec une Église catholique africaine. Ok, il faut que ça soit clair. Ils n'ont jamais accepté. Nous sommes d'accord. Moi, je cite par exemple le père Gimbus, qui a pris clairement position, je crois, sur ce plateau. À son temps, on a fait tout un débat là-dessus. On ne peut pas venir poser, on peut faire d'autres débats, d'autres procès à l'Église catholique.
sur, par exemple, leur implication dans la colonisation. Et ça a son temps, à une époque précise. Mais à l'heure où nous parlons, c'est des gens qui se sont prononcés et je perçois mal le fait que l'on veuille faire une amalgame comme ce que Césaire veut faire. Alors on parle d'une question précise. Au lieu d'aborder ou alors être en désaccord avec les éléments qui ont été évoqués dans les 10 critères, indiquer clairement qu'il y a des critères là qui n'en valaient pas la peine, on peut le percevoir comme ça. Mais vous convoquez des choses qui n'ont pas un intérêt sur le débat actuel. C'est pour ça que j'ai rebondi. Et je trouve que c'est malsain, c'est vouloir nous emprisonner dans un embrigadement qui est forcément intéressé de roublards et de flagorneurs. Ah bah, Bon, il y a... bon, il est revenu... Bon, ça me fait la question, ça arrive dans tous les sens. J'ai vu beaucoup d'observateurs, ils estiment que la critériologie n'a pas été complète. J'aurais dû ajouter un critère fondamental, la jeunesse. J'aurais dû dire clairement que ce président doit être jeune. Parce qu'aujourd'hui, la population est à 70% jeune au Cameroun, mais c'est une certaine vieillesse, on va dire comme ça, qui est en brigade de pouvoir et qui conserve ça depuis un certain moment certain. Mais les évêques n'évoquent pas qu'il doit être jeune, le futur président, et ils estiment non que ce n'est pas complet. Est-ce que vous estimez aussi que le critère jeunesse devrait entrer dans cette critériologie? Si oui, pourquoi les évêques n'ont pas mentionné ce critère? Est-ce qu'il n'est pas important, cette jeunesse? Non, ce n'est pas du tout important. En tout cas, le jour que vous aurez aussi des critères à définir, vous pouvez inclure ça dans le vôtre. Non, on veut savoir si vous estimez que c'est important. Non, je viens. Vous voyez, monsieur, c'est quand il dit vous, je ne parle pas de vous. Il cherche la pirouette. Non, je ne parle pas de vous, Bertrand. Quand je parle de vous, je dis si d'autres entités vont aussi faire des critères, des profils types, ils n'ont qu'à introduire la jeunesse. Mais pour moi, je pense que si je fais partie d'une organisation qui le fait, ce n'est pas important. Pourquoi? Deux choses. Être jeune n'est pas un atout politique. Être jeune n'est pas un atout politique. Nous avons au Cameroun environ 30 millions d'habitants. Et on parle au niveau de l'ECAM de 7 millions qui se sont fait inscrits. Pourtant, 70% de la population camerounaise est jeune. Les qui ne vont pas s'inscrire, ce sont les vieilles personnes, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui refusent de s'inscrire. Si ces jeunes-là étaient conscients de leur avenir ou bien de leur implication politique dans la gestion de la société, on serait au moins 11 millions d'inscrits ou 12 millions d'inscrits. Je connais des jeunes qui vous disent qu'on n'a rien à faire avec ces choses-là. Qu'on sait même déjà qui va gagner, qui sont découragés. Donc ce n'est pas un critère pour moi qu'il faut mettre. Prendre en compte là. Pour vous. Non, voilà. Ce n'est pas pertinent parce que on peut avoir quelqu'un. D'abord, vous mettez quoi dans le jeune? Parce que c'est là aussi d'abord qu'il faut poser la question. Nous savons que pour un jeune n'a pas 93 ans. C'est pas ce qu'on met dans le jeune. Un jeune n'a pas 80 ans. Un jeune n'a pas 70 ans. On va dire qu'un jeune n'a pas 60 ans. Hein, on peut commencer à dire des choses qu'on va nous faire. Mais vous estimez que ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas un critère pertinent. On vous a compris. On vous a compris. Voilà. Et puis, ben, le critère jeunesse n'est pas pertinent pour gouverner au Cameroun de demain. Le critère jeunesse... On peut rester avec... Je pense que les 10 critères des prélats sont logiques et cohérents. L'idée n'est pas de venir créer une fracture dans la société. Ce n'est pas un conflit du tout. L'idée, s'il avait dit que je me serais opposé justement à cela, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire des propositions déjà sur la base des phénomènes naturels où vous excluez les gens. Donc le critère jeunesse n'est pas pertinent à mon sens. Par contre, quand ils évoquent la capacité à pouvoir faire les 10 régions, ça veut dire que c'est un élément fondamental. Qu'est-ce qui vous enlève donc cette capacité à pouvoir faire les 10 régions? Le manque d'argent, par exemple. Non, vous êtes à la tête de l'État. Donc les critères d'argent... Non, il y a quand même l'opposition qui ne peut pas faire 10 régions. Non, il a dit, ils ont demandé, c'est une orientation de vote qu'ils ont émise en disant voilà les critères de candidats que vous devez voter. Oui. Ça veut dire quoi? La capacité à faire les 10 régions ne repose pas sur vos moyens. Oui. Quand vous êtes à la tête de l'État, monsieur, l'État lui-même vous donne les moyens pour pouvoir faire les 10 régions. Sauf que, si on prend le cas actuel, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Lorsqu'on parle de candidats, monsieur,
Ce n'est pas celui qui est C'est là. pas celui qui est là, c'est ceux qui vont concourir au suffrage universel. Ça veut dire celui qui est là et ceux qui vont concourir. Ah, mais admettons Il parle même- de candidats. Admettons même cela. Non, Oui, je on suis parle de d'accord. candidats. Ça veut dire qu'il y a celui qui est au quartier qui va concourir, qui n'a pas les moyens. On pourra parler. Non, il n'est pas candidat. Lui n'est pas candidat. On peut pas- Allons-y. Non, Oui, allons-y. je dis ceci. Attendez. Oui, Simon, vas-y. Est-ce que faire les 10 régions, parce que je peux quitter ici, aller loger dans chaque hôtel de chaque région, j'aurais fait les 10 régions. Non, il m'a demandé. Non, je dis même. Qu'est-ce qui peut Non, empêcher- je tiens compte du Qu'est-ce qui texte peut même. empêcher à un Camerounais de faire les 10 régions? Vous faites quoi en politique? Vous n'avez pas les moyens. Lui veut convoquer l'âge, la pêche à faire les 10 régions. Le président peut être dans tous les autres du Cameroun, c'est clair, il peut le faire. On n'a jamais exclu le président Voilà. de la République avec le fait de Moi, je faire lui les propose, divisions. moi, je lui dis donc que, au-delà même de l'âge, même les moyens qui peuvent être un facteur limitant. Je dis, Écoutez, vous allez faire j'aurais voulu parler d'incantation, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Je voudrais dire que la question des moyens, pour moi, est superficielle. Je prends, et pour l'autre dire, je convoque le cas actuel. Le président actuel a tous les moyens pour faire les dirigeants. Les moyens sont tellement importants que quand il se rend dans une région, il y a une résidence. Donc, même, il n'a pas besoin d'aller prendre un hôtel. Moi, quand vous allez à Bertois, vous trouvez la résidence du président. Vous allez au littoral, à côté du lycée Joss, il y a la résidence, elle est gardée. Et il n'a pas fait, en 7 ans, il n'a pas fait les dirigeants. En 7 ans, il n'a même pas fait. C'est une question de plus de Sauf qu'on volonté parle que de capacité. Donc, Avec de l'hélicoptère, pourquoi est-ce qu'il n'a... La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait les dirigeants? c'est une seule volonté. Est-ce que c'est... On a élagué la question des moyens, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est un manque... Maintenant, lui, c'est le procès à un candidat. Est-ce que les évêques vont évoquer un nom? Moi, je ne parle plus du candidat. Est-ce que les évêques vont évoquer un nom? Césaire, je ne parle pas du candidat. Je parle du président de la République. Qui sera un candidat? Vous me parlez de qui serait, il n'a pas déclaré sa candidature. Moi, je vous dis par exemple que le critère le critère des évêques repose sur le fait qu'il y a un mandat qui est en train d'être achevé, il y a un président qui a été élu, 7 ans plus tard, il n'a pas fait les dirigeants. C'est pour ça qu'ils ont évoqué, et ils estiment que, au vu de la construction du Cameroun, peut-être vous n'avez pas compris l'esprit de cette discussion, au vu de la construction du Cameroun, au vu des exigences de contrôle de ce qui est fait de partout, il est bon que le président qui prendra les affaires soit à même d'aller les suivre de près. Et donc, si c'est un problème de capacité à se déplacer, il faut qu'il ait les capacités. Ok, de déplacement. Joël Biébé. Patrick Biébé, voilà. Les Camerounais se plaignent tout le temps qu'à la réalité, aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent ne sont plus en capacité parce qu'ils sont en rupture avec leur temps, avec leur époque. Les choses vont tellement vite que ça ne leur scie plus. Ce n'est pas de leur faute, mais ils sont quasiment dépassés, mais ils sont aux affaires. Aujourd'hui, on estime que le critère jeune n'est pas pertinent pour gouverner le Cameroun. Vous êtes jeune, vous êtes politique, vous envisagez, vous m'avez le parti Jouvence, parti relativement jeune, avec un jeune à la tête, déjà au Cameroun. On dit que ce n'est pas pertinent. Quelqu'un peut être jeune, ce n'est pas probant, ce n'est pas important. Même un monsieur 93 ans peut gérer au Cameroun et ça se passe normalement bien. Arrêtez, c'est ça qu'on dit là. Que pensez-vous de Non, tout à l'heure, je vous ai dit que dans le parti Jouvence, nous avons fait de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse, un programme politique. Parce que nous estimons qu'une population majoritairement jeune, on parlait de 70% de la population camerounaise qui est jeune, et que vous prenez une personne de 93 ans, vous placez à la tête, qui, comme Hubert le disait, n'arrive pas à faire le tour du Cameroun pour aller suivre les dossiers de près, pour aller suivre les grands chantiers dont le Cameroun a besoin de près. Comment voulez-vous que cette personne soit au fait, n'est-ce pas, des réalités des Camerounais? Parce que à diriger un pays, comme je le disais, comme un monarque, c'est-à-dire vous êtes dans votre royaume et que vous attendez simplement qu'on vous apporte des rapports, qu'on vous dise que non, tel dossier que vous m'avez inscrit, je l'ai terminé, tel autre dossier, je l'ai fait. Comment allez-vous être au fait des réalités des Camerounais? Il faut pouvoir aller toucher ces réalités du doigt. C'est pour ça qu'on parle donc de jeunesse. Et lorsque vous lisez donc justement la sortie des évêques,
Tout à l'heure, on parlait en fait, du dynamisme à pouvoir faire le tour des régions. En réalité, on exclut un certain nombre de candidats. Les évêques excluent un certain nombre de candidats. Parce qu'au-delà des valeurs morales qu'ils évoquent dans leur sortie, il y a d'autres valeurs. Ils parlent là donc justement de dynamisme de la jeunesse. Lorsqu'on vous dit qu'il faudra que le prochain candidat qui puisse faire le tour des régions, en réalité, une personne de 93 ans n'a pas cette capacité, n'a pas cette force. Souvenez-vous en 2018, bien entendu, souvenez-vous en 2018, lorsqu'il faut lancer la campagne présidentielle, à peine 30 minutes qu'on a passé à Marois, et puis la campagne était terminée. Vous pensez véritablement que le candidat du RDPC en 2018 a-t-il eu le temps, a-t-il pris le temps d'écouter les doléances des Camerounais de Marois? Je ne pense pas. Or, prenez maintenant la même campagne en 2018. Vous observez Cabral Libye. Il a fait le tour des 10 régions. Il est parti à discuter, à échanger avec les Camerounais de par le triangle national. Voilà le jeune dont on a besoin. Celui-là qui peut aller toucher les réalités du doigt. Donc quand on me dit que non, la jeunesse n'est pas que le critère jeune n'est pas pertinent, je trouve que pour moi le critère jeune est pertinent. Il a toute sa place dans la politique camerounaise. Et tout à l'heure vous avez dit dans votre question que en fait le monde va tellement vite. Le monde va tellement vite. Regardez un peu partout dans le monde. Ce sont les jeunes qui portent le dynamisme, qui portent la croissance d'un pays. Or, au Cameroun, on a une oligarchie, on a une minorité qui s'est accaparée de toutes les ressources. Comment voulez-vous donc que la jeunesse puisse porter la croissance du Cameroun? C'est pratiquement impossible. Donc, pour vous répondre, le critère jeune pour nous est pertinent et nous allons le porter en 2025. Voilà, voilà votre avis sur la pertinence ou pas du critère. J'ai cru être muselé. Je veux rejoindre, non, du tout. Je veux rejoindre M. Simon qui n'y voit pas un critère. Parce que si je vous dis que les jeunes sont très dangereux, vous allez dire ah non, Dambo est toujours comme ça, il est toujours comme ça. Ceux qui sont au courant, je suis arrivé à quel âge? Non, attends, monsieur. Non, je veux dire qu'ils sont arrivés jeunes. J'ai dit que les jeunes de maintenant là sont dangereux. Je mets la verbe très dangereux. Très dangereux, monsieur Bika. Il faut aller en sourdine causer avec eux pour écouter la mentalité nocive. Je dis nocive. Je vais dire quelque chose de sérieux. C'est vous qui avez même évoqué le critère jeune. Ces gens n'ont pas évoqué ça. Parce qu'ils ont leurs choses qui les intéressent. J'ai pensé peut-être qu'il y avait une session parlementaire qui arrivait. Et que le prélat, le clergé, si vous voulez, était dans la logique d'une proposition de loi. Oui, je me suis cru devant une histoire comme celle-là. Donc, ils se réunissent, une proposition de loi, il faut que ça passe. Il faut que ce soit légiféré. Mais si tel n'est pas le cas, quel est le type? Quelle est la qualité de venir pondre 10 commandements pour dire désormais, voilà comment ça va fonctionner? Mais quand je m'interroge, hein, en tant que journaliste, je m'interroge. Le manifeste là tient sur quoi? Est-ce le Parlement? Sont-ils du Parlement? Sont-ils de l'exécutif? C'est quel pouvoir? Bon, peut-être du 4e pouvoir, disons-le ainsi. Nous ne sommes donc pas à une période parlementaire où une proposition de loi est attendue et qu'ils ont pondu cette proposition de loi. Plus grave, M. Bika, lorsqu'on l'a pondue, je dis ici, je me tue à dire aux uns aux autres, lorsqu'on regarde la forme et le fond, moi je vais dire simplement que vous n'avez pas besoin d'une telle orientation. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit précédemment? Donc vous voulez dire que depuis là, c'est maintenant qu'ils ont vu que c'est exacerbé? Non, 2018, ils l'ont dit. Bon, non, pas comme maintenant là, puisque maintenant ça se dessine. Mais je voulais vous... Oblige maintenant le clergé à prendre position. Bon, j'ai compris, monsieur. Oblige le clergé à prendre position. Faites-moi le prêt d'argent et non le prêt des mots. Je voudrais vous demander, monsieur Bika, bon, je ne vous demande pas, je m'interroge, parce que c'est vous qui posez des questions. Est-ce que le clergé est déjà devenu un parti politique? Mais
Vous venez de dire tout à l'heure que ce sont des communicateurs sociaux, non? Non, c'est le degré de la communication. Vous ne comprenez pas où je vais? C'est le degré de la communication et son orientation, monsieur. Quelle est la disposition de la loi qui interdit aux évêques de prendre une telle position? Je l'ai dit précédemment, sauf si vous n'avez pas suivi. Non, et s'il y en a? Je l'ai dit précédemment, ils sont des citoyens. Très bien. Mais lorsqu'on quitte la liberté pour le libertinat et j'ai donné les faits, monsieur, laissez-moi quand même rester fondé dans ce que j'ai non, dit. ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est du libertinage. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce que ça veut dire. Je ne peux pas le prendre des mots. Monsieur Bicard, j'ai fini. Ok. C'est ce qu'on pourrait dire sur ce sujet d'entrée. Le Cameroun, depuis au moins certain, est en proie à une injustice abyssale. L'impunité s'installe de manière véritable dans nos institutions, dans nos vies, de façon fondamentale. Les Camerounais ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Est-ce qu'il faut véritablement se faire justice ou est-ce qu'il faut faire confiance à notre justice, qui est un tout petit peu injuste, il faut le dire de manière claire. Justice qui est injuste, qui est bizarrement très corrompue. D'après les rapports de la Chambre des comptes et même de la CONAC, la justice fait partie des institutions est plus corrompue au niveau du Cameroun. Le prétexte de ce thème, c'est l'affaire Diane Yango qui fait les choux gras de la presse. Tout le monde en parle. Cette enseignante qui a été froidement abattue par son mari, qui a croulé sur les poings de son mari. Ce mari qui était condamné à 7 ans de prison et qui est sorti au bout de 6 mois en payant 52 000 francs CFA. Dorénavant, il est complètement libre. Il va qu'à ses occupations. Ça laisse la famille des enseignants dans les mois, la famille nucléaire de son épouse dans les mois, et les Camerounais fustigent. Du moins se demande, est-ce que cette décision est juste? Est-ce qu'elle est juste du point de vue de la justice, du point de vue de l'éthique, du point de vue de la morale? Comment est-ce qu'on peut tuer son épouse? On est condamné à 7 ans et on sort après 6 mois en payant 52 000 francs CFA. Simon Mambou, cette actualité, vous la suivez certainement avec beaucoup d'attention. Oui, ça va faire le chouga de la presse. Comment vous percevez ça? Ce qui estime qu'on atteint quand même des niveaux d'impunité au Cameroun qui frisent les sommets. Honnêtement, je ne connais pas le fond du dossier. Je connais bien cette affaire dans les médias. Mais le fond du dossier, je ne peux vraiment pas me prononcer de façon pertinente là-dessus parce que je ne sais pas s'il a été libéré sous caution. Je ne sais pas s'il a fait toujours pendante. Parce que on dit qu'il a été condamné, vous avez dit quoi? 7 ans. Est-ce qu'il a fait appel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je voulais parler globalement de ce sentiment. Pas du point de vue de la morale. Oui, au sentiment, de ce sentiment d'impunité de façon générale, qui n'est pas simplement lié à cette affaire. Parce que l'impunité, déjà, il faut essayer de le faire comprendre. C'est quoi? C'est le fait que des individus ou un groupe d'individus posent des actes illégaux, des violations de droits de l'homme, sans en être tenus pour responsables, sans en subir des conséquences. Et nous avons plusieurs cas d'impunité, outre ce dont vous venez de prendre exemple. Regardons par exemple des cas de violence qui se passent dans certains coins du pays. Dans le Noun, entre deux communautés, dans le centre, précisément, je crois que c'était une fois à Konolinga, une fois là au sud à Meyo, tout récemment, là où on a des personnes qui se lèvent, qui saccagent des biens, qui agressent des personnes, et on n'a pas de suite, il n'y a pas de communication là-dessus. Et quand il n'y a pas de communication, on a l'impression en fait que ces auteurs ne sont pas tenus pour responsables de leurs actes, qui est totale violation de liberté et des droits de l'homme. Donc du coup, à ce moment, on se pose la question de savoir, est-ce que sommes-nous encore dans un état de droit? Nous connaissons ces histoires-là où vous appréhendez un individu auteur d'une infraction au quartier, vous l'amenez dans une unité, et plus tard, cet individu vous retrouve au quartier et vous profère même encore des menaces, simplement parce que on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de là où vous l'avez amené et il était remis en liberté. Ça pose justement les problèmes de sentiment d'impunité et des conséquences dont sont souvent dommageables.
On va arriver sur les Donc, parfois, conséquences. voilà, la On va prochaine. arriver Et sur- donc, pour le cas de cette dame, Oui. j'ai été un peu surpris. Oui. Je ne connais pas le fond du dossier, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus longuement. Mais j'ai été surpris quand même qu'un monsieur qui a été reconnu coupable d'un fait et qui a été condamné, quelques mois après, on le retrouve en liberté. Donc, c'est un sentiment, Contre une somme de 52 000 c'est un sentiment francs de révolte que je peux ressentir. Mais bon, je ne connais pas exactement quelles sont les conditions qui ont permis que cet individu retrouve la liberté. Donc, je ne peux pas vraiment m'appesantir sur le sujet à ce niveau. Voilà, Hubert Volo, cette décision de justice, est-ce qu'elle est compréhensible? Peu importe le processus sur lequel on peut le prendre, sur lequel on peut le convoquer, est-ce qu'on peut expliquer, on peut comprendre, on peut se dire, ça va, il a peut-être purgé sa peine, ou bien il a payé sa dette ensuite. Est-ce qu'elle est compréhensible, cette décision de justice qui vient d'être rendue? Sans être juriste, Oui. sans être du corps de la justice, je vais parler avec beaucoup de réserves. Mais comme c'est une affaire qui est manifestement posée sur la place publique, et donc nous, les leaders d'opinion, nous devons certainement chercher à comprendre ce qui s'est passé et puis peut-être émettre un avis. Dans le principe, vous parlez d'un crime. Je ne sais pas quelle est la qualification qui a été donnée à ce crime. Est-ce que c'est un crime volontaire ou involontaire? Mais je pense qu'au vu de ce que le mis en cause avait reçu 7 ans, on lui aurait certainement concédé le fait que ce soit un crime involontaire. Parce que 7 ans, pour un crime normal, vous avez tué quelqu'un. Je ne pense pas que c'est 7 ans que donc vous devez couper. C'est-à-dire que vous devez avoir une sentence un peu plus lourde que celle-là. C'est-à-dire que c'est dans le même calibrage que les crimes économiques. J'ai envie de dire que c'est même plus lourd que les crimes économiques. Et quand on voit clairement quelles sont les sanctions qu'on donne aux gens qui sont accusés, coupables de détournement de deniers publics, donc des crimes économiques, ces crimes devraient avoir plutôt une grande charge de sanctions. Mais il n'en a reçu que 7 ans. Et à peine, vous dites 1 an, 4 mois. 4 mois, il est ressorti. Qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, c'est clair que ça doit inquiéter. Et quand on évoque encore qu'il a donné seulement 52 000, je ne sais pas jusqu'à quel niveau cela est vrai, mais il me semble que quand on condamne quelqu'un à côté de la peine privative de liberté, il y a également une somme qu'il faut justement payer auprès de la justice. Est-ce que c'est 52 000 pour quelqu'un qui a été, dont on a ôté la vie, ou alors qui est coupable d'avoir ôté la vie à quelqu'un? C'est 52 000. Je crois quand même que les interrogations doivent continuer à être posées et qu'une enquête sérieuse soit menée pour savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Ça donne le sentiment d'une frustration, ça donne le sentiment que nous sommes justement dans un environnement où certains peuvent justement, sont permis de tout. Ça donne même encore, si je pousse la réflexion plus loin, le sentiment que cet individu a été tout simplement condamné dans un procès de parodie. En ce sens qu'il fallait juste l'enlever d'abord du courroux, de la colère, de la famille de la victime, pour qu'il ne s'en prenne pas à lui. Et au vu de ce qu'il a été retiré du circuit, on le remet donc quelque temps après que permettait la répétition, qu'il y ait justement eu cette accalmie. Et vous voyez clairement que, à mon sens, le plan n'a pas été suffisamment bien huilé. La preuve, aujourd'hui, on parle d'une situation qui n'est plus seulement au niveau de la famille, mais les hommes des médias s'en ont saisi, les hommes politiques s'en ont saisi, la société civile également, et même les défenseurs des droits des femmes. J'ai envie de vous dire que nous, justement, aux citoyens actifs du Cameroun, il y a une communication qui sera rendue publique d'ici et là, justement, pour fustiger, au-delà de cet incident, de cet acte de croc, les féminicides qui sont davantage courants. Et quand on voit, dans un intervalle de temps, on est en train de parler pratiquement de près de 300 féminicides. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous dira que cette situation existait avant et qu'on n'en parlait pas assez et qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup de couloirs, beaucoup de canaux de communication,
on en sait un peu trop, mais j'estime que les hommes doivent être davantage sensibilisés. Ce n'est pas bon, ça donne l'impression qu'on est dans une société qui est totalement dans une insécurité et qu'il y a une catégorie de personnes, un genre qui est ciblé, notamment les femmes. Quand on sait quel est le rôle que la femme joue justement auprès de l'homme. De toute façon, les deux ne sont pas à dissocier. C'est des genres, si vous permettez, qui doivent vivre ensemble. Il faut conclure cette affaire au fond pour savoir véritablement ce qui s'est passé. Et que ce monsieur, tout au moins, puisse, n'est-ce pas, consommer la peine qui lui a été réservée, tout au moins de moitié, s'il pourra bénéficier d'un certain nombre d'autres choses, mais à peine 4 mois, je trouve quand même que c'est trop. Et ce n'est pas bien. Patrick Biébé, quelles peuvent être les motivations, quelles peuvent être les motivations d'un tel jugement? Quelles peuvent être d'après vous? Bien, je ne vais pas ici entrer dans l'esprit des juges en rendant cette décision, mais je trouve que pour ma part, cette décision est injuste. Injuste pour pour la société, pour la famille, pour l'institution même de la justice. Cette décision est injuste. Lorsque vous lisez le code pénal du peu que j'en sais, vous lisez peut-être l'article 275 du code pénal. On va vous dire que est puni d'une réclusion à perpétuité toute personne qui commet un meurtre. Réclusion à perpétuité. Vous allez encore peut-être lire l'article 77. On va vous dire que est puni d'un emprisonnement à perpétuité également, mais avec un sursis si les circonstances sont atténuantes. Si les circonstances sont atténuantes. Vous avez dit 7 ans. 7 ans pour avoir commis un meurtre. Avec 52 000 francs à la libération, je crois. Déjà que, rien qu'à la lecture de ces 2 articles que j'ai pris, c'est-à-dire que la personne n'a pas fait la réclusion à perpétuité. On a estimé que, bon voilà, 7 ans, on t'enlève d'abord, comme Hubert disait, n'est-ce pas, à la vue de la famille, peut-être pour ne pas justement être molesté et peut-être aussi assassiné par la famille. Et en réalité, ça pose un véritable problème, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le problème d'impunité. Et vous vous rendez compte qu'elle est devenue en réalité une loi au Cameroun. L'impunité est érigée en système de gouvernance au Cameroun. Pourquoi je le dis? Lorsque vous commettez ce genre d'acte, on vous dit, vous prenez 7 ans. Est-ce que la dame menaçait-elle la vie de l'homme? Est-ce qu'elle menaçait la vie de l'homme? Avait-elle un couteau? Je ne sais pas. Mais dans votre question, vous avez dit que en réalité, elle est tombée sous le coup sous des coups de poing. Coups de poing. Oui. Moi, il frappait sur elle. Voilà. Et en réalité, c'est un véritable problème, Bika. C'est un véritable problème. Lorsque vous en arrivez à ce niveau, comprenez que de plus en plus dans la société camerounaise, les féminicides sont récurrents. Je ne sais pas si c'est une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que les hommes, au lieu d'aller peut-être en justice et puis se séparer à l'amiable, en arrivent à assassiner des personnes. Et ceci conforte également les auteurs des féminicides. C'est-à-dire que je peux ôter la vie à mon épouse, que je ne serai pas inquiété, ou alors je ferai peut-être 7 ans, et puis je sortirai au bout de 4 mois, ou même 1 an. 1 an, ce n'est pas cher payé pour avoir tué quelqu'un. Il faut que la justice soit réformée. C'est pour ça que dans le parti Jouvence, nous parlons de refondation des institutions. L'institution de la justice, avec ce genre de jugement, ne concourt pas à la paix sociale. Ne concourt pas, je pense que c'était avec vous, on parlait de discrimination, et ça ne concourt pas à la paix sociale. Lorsque vous rendez, imaginez un peu la famille, le courroux de la famille en ce moment,
que la personne qui nous a privés de l'être aimé de notre fille, de notre mère, que la personne soit remise en liberté aussi rapidement. Et le pire, parce que qu'elle soit remise, je pourrais encore peut-être comprendre, mais c'est les 52 000 francs que la personne a payé pour être libérée. Je ne sais pas si c'est la caution, si c'est ce qu'elle devait payer à la justice, je n'en sais rien. Mais payer 52 000 francs, est-ce que les 52 000 francs, est-ce que c'est le prix de la vie humaine au Cameroun? Si c'est le cas, qu'on nous dise que dorénavant, lorsque vous commettez un meurtre, que ce soit volontaire ou involontaire, vous payez 52 000 francs et puis vous êtes acquitté. Dans ce cas, on saura que bon, voici ce qu'il y a lieu de faire. Mais je ne fais que dire que tant que la justice camerounaise prendra de telles décisions, rendra de tels jugements, nous courons vers une escalade, n'est-ce pas, de tension sociale. J'ai un peu parcouru les autres médias, également Horizon 3, qui en a parlé. Regardez un peu comment cela a ému la société, que ce soit les hommes politiques, les leaders d'opinion, les défenseurs des droits de l'homme et des femmes. Regardez comment cela a ému la société. Que l'on libère une personne parce qu'on estime que, bon voilà, les circonstances atténuantes et qu'elle paye 52 000 francs. C'est une mauvaise décision et les juges camerounais doivent s'asseoir pour changer ce genre de décision en fait. Voilà. Moi, je suis un peu choqué parce que dans un autre pays, les femmes seraient descendues dans la rue pour réclamer justice, pour demander des conduites dans un autre pays. Nous sommes d'accord. Parce que c'est sidérant, hein. Quel qu'en soit ce qui s'est passé, vraiment, quand on suit ça, c'est sidérant. C'est révoltant. Nous avons des associations de femmes ici, au Cameroun. Mais tout le monde va se cacher derrière son smartphone ou c'est quoi, envoyer des mots, descendre dans la rue, faire des voix pop. Mais personne n'a le courage de se lever et dire non, que ça s'arrête. On vous dit en une année, 300 femmes sont assassinées. Ce n'est pas du tout normal. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi est-ce que même les féministes, c'est-à-dire les hommes qui luttent pour la cause des femmes, pourquoi ils ne peuvent pas, c'est-à-dire organiser des manifestations, pas forcément la marche. Vous pouvez même aller simplement devant le ministère de la Justice avec vos pancartes et réclamer. Ou même vous parler de justice. C'est-à-dire pour qu'on comprenne quand même que vous exprimez votre ras-le-bol. Ce n'est pas normal. Et qu'on ne dise plus jamais ça. C'est tous les jours que nous écoutons les médias, telle femme a été assassinée, telle femme a été assassinée. C'est quelle histoire? Ça devient quoi finalement? Qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que j'interpelle aussi en ce même temps la responsabilité de nous, de la population. Nous ne nous limitons pas aux déclarations sur les papiers, on a communiqué. Il faut que nos gouvernants comprennent aussi que nous sommes vraiment émus par ce qui est en train de se passer. Nous sommes vigilants dans ce qui est en train de se passer et qu'il faut que cela s'arrête. Et M. Césaire Dambo, ces décisions rendues cette semaine par dans le grand instance de droit là, votre regard? Je suis choqué, M. Bika. Nous pouvons convoquer 1001 choses, mais nous ne serons pas loin de la gouvernance par embuscade. Je parlais tantôt de la liberté qui tangue vers le libertinage. Cette fois-ci, nous sommes maintenant avec des lois qui ne sont que des loisirs. Tous les jours que Dieu a créés, à part le cas de cette dame, plusieurs autres cas ont vu le jour après. Et je suis ravi que Simon en parle. Mais si c'est soulever les cabas le 8 mars, tout le monde va réclamer le droit. C'est là où j'en ris. Je vais également rire parce qu'il y a des organisations, Renata, qui ne parlent que quand peut-être un homosexuel peut-être a fait X ou bien Y. Voilà des choses. Non, monsieur Hubert. Voilà, monsieur. Il veut déjà venir m'interroger. Je veux savoir. Le rédac. Non, le redac. Oh, attends, non. Non, redac. Ouais, j'enlève. C'est le redac. Le redac a été suspendu. Oh, non, ils ont fait des choses. Mais comment tu peux les convoquer? Non. J'ai dit, voilà les gens comme ça, là. Non, c'est inopportun. Les Maximilien Gobert. Oui. Je te connais sérieux, mais il ne faut pas faire ça. Monsieur Picard, bon, je suis sérieux. Le redac a été suspendu. Ne l'ai
convoquent pas, ils ne ça peuvent n'enlève pas qu'ils Sinon, ils vont posé violer des la faits. loi. Je cite ces faits-là, je sais qu'ils ont été. Mais je veux... Bon, quand ils n'étaient pas... Ils ont fait comment? Bon, laissez-moi, ne me distrayez pas. Monsieur Bika. Bon, je ne connais pas la charge. Les uns et les autres ont parlé des circonstances atténuantes. Je vais convoquer quand même la hiérarchie des normes où on peut aller de contravention à délit, après à crime. Et nous parlons succinctement d'un crime. D'un crime, monsieur. Je voudrais rappeler sur votre tribune que le magistrat, qu'il soit du siège ou bien du parquet, est à charge et à décharge. Que ce soit pour s'auto-saisir d'un dossier ou pour élaguer quelqu'un. Mais j'ai dit quand même, M. Bika, c'est très grave. Condamnation de 7 ans. Vous voulez me dire qu'on a en chemin utilisé quoi? La mise en liberté, on a utilisé l'habeas corpus, on a utilisé quoi? Mais je vous rappelle quand même un fait, lorsque j'ai été au devant de la scène pour dénoncer cela, dans des émissions, on m'a pris à partie, les gens se sont fâchés que bah, c'est quand même un grand artiste, c'est énorme. Mais vous savez que la petite Moulium, qui était au bord du véhicule de Ténor, Mungam était dans son véhicule avec cette dame, qui est décédée, qu'on est allé à Fumban enterrer. Bon, vous savez combien de temps il a mis en prison là, à Newben, non? Il est ressorti, non? Pendant que je voulais parler, on dit tu ne dois pas parler comme ça, c'est un artiste. C'est un grand artiste. Mais on n'est pas au-dessus des lois. Vous comprenez? Alors que l'article 1er du Code pénal dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais comme c'est Ténor, Dambo ne doit pas parler, je ferme le clapet. C'est un grand artiste. Allez donc voir ce monsieur. Lorsqu'on vous rappelle quand même qui lui il est. Mais vous comprenez que un grand homme comme ça là n'est pas quand même Dambo qui régulièrement séjourne dans des cellules à Yaoundé sans même recevoir la visite de quelqu'un, tout simplement parce qu'il fait son travail normalement. Mais quelqu'un qui a posé un crime, on te trouve quand même des mots doux. Un peu comme l'homosexualité. Quand j'ai dénoncé Nganamoué, on me dit que ne parle pas comme ça, c'est son orientation sexuelle. Alors que je parle d'un crime contre l'humanité, que tout le monde devrait dénoncer sans chercher à savoir si... Mais regardez comment on trouve des mots doux et justes pour favoriser des conneries. Je ne veux pas m'attarder sur le montant, soit peut-être 52 000, peut-être caution ou bien quoi que ce soit, parce que je n'ai pas la preuve que c'était comme ça. Mais je dis quand même que j'ai été au fait des choses comme ça, où toute une famille est mise en prison parce qu'on a dit à monsieur le procureur que tu auras 1 hectare de terrain sur la grande parcelle que je veux bénéficier, je veux prendre. Je suis en train de vouloir arracher. Vous me connaissez dans ce genre de gérance des situations, dans Yaoundé, je l'ai fait. Si aujourd'hui je me suis mis à la traîne, j'ai passé au moins 15 années où j'étais au four au moulin, à la rencontre des magistrats, où j'ai séjourné dans des cellules. Je ne veux pas parler de prison, je n'ai jamais été en prison. Mais s'il y a 20 commissariats à Yaoundé, j'en ai vu de mes propres yeux comme ça au moins 15 cellules. C'est pour vous dire que je parle des choses que j'ai vécues. Et je suis tellement gêné parce que, regardez la rentrée judiciaire d'il y a moins de 2 mois, où le président de la Cour suprême dit quand même que la justice doit faire la justice. Mais ne nous moquons pas de nous-mêmes. C'est pour cela que, M. Bika, vous voyez aujourd'hui, on vous dit quelques chercheurs sont allés du côté de l'extrême nord, ont été confondus au Boko Haram et certainement ont été pris à partie, on les a zigouillés, on les a brûlés. Il y a des choses qui choquent. Quand vous avez attrapé, M. Simo l'a relevé fort opportunément, vous attrapez quelqu'un qui vient de commettre un forfait, mais 2 heures seulement après, vous l'avez conduit au commissariat, mais il vous retrouve et il vous fait la peau. La plupart des féminicides, j'ai dit, j'en dénombre avant de rentrer dans votre studio, au moins c'est 5 cas où les gens ont été déjà élagués des mains de la justice. Est-ce que c'est M. Biapol par sa grâce? Non. Parce que les faits sont là. On parle d'un fait. Ce n'est pas une grâce présidentielle. C'est quand même gênant, M. Bika. Très gênant. Et je vous dis, il y a 2 choses qui peuvent mettre le pays ici à faire ça. Il y a l'injustice. Quand quelqu'un se rend compte à l'évidence que le droit qu'il a été enlevé. Vous avez vu le cas de Bouazizi.
en 2011 du côté de la Tunisie. C'était un ras-le-bol. Il se rend compte à l'évidence que sa justice lui a été enlevée, il n'a plus rien. Il faut qu'il meure. Et au fur et à mesure, on est donc en train de mettre les Camerounais dans cette posture. En dehors de ça, il y a l'histoire des terres. Où tu vis quelque part pendant 40 années, mais un bonhomme, maniaque des finances, arrive et atterrit un jour avec un titre foncier. Lorsque j'ai convoqué les deux faits, je voudrais donc me retourner vers le président de la Cour suprême qui a dit que la justice est montée, elle est descendue, elle doit être équilibrée, équitable, elle doit rendre la justice au nom du peuple. Depuis la nuit des temps au Cameroun, plus de 2 décennies, les Camerounais souffrent dans leur chair parce que la justice n'est pas rendue au nom du peuple. Le code de procédure pénale, M. Bika, il sort par là. Entamé en 2005, mis en application en 2007, dit bien que lorsque vous séjournez dans une cellule ou bien où vous êtes en garde à vue, 3 jours après, votre garde à vue doit être renouvelé. La loi, le code pénal, le code de procédure pénale dit que le procureur de la République ou bien son substitut doit se rendre dans les géoles, du moins les cellules des brigades ou bien des commissariats. Regardez ceux qui y sont. Comment ils sont traités. J'ai fait 6 jours au commissariat central de Yaoundé sans renouvelation de ma garde à vue. Sans voir l'ombre d'un substitut de procureur pour venir voir l'état des gardés à vue. Mais lorsque nous en arrivons à ce niveau, dans un commissariat, il est écrit, c'est la CONAC qui vient placarder, pas de corruption ici. Mais je vous rappelle que lorsque vous êtes mis dans une cellule, vous y ressortez et le commissaire ou bien le commandant vous prend 50 000. Un jour, je me suis amusé à poser la question à un commandant, à un commissaire. Monsieur, les 50 000 que vous prenez, c'est pourquoi? Il me dit que c'est les frais. Le procureur est déjà au courant du problème. J'ai dit que pour mon cas-ci, je suis venu, vous m'avez embastillé. Même à la main courante, on ne m'a pas enregistré. Même ma déposition n'a pas été faite. Le procureur est au courant comment? Vous me demandez 50 000 pourquoi? Combien de Camerounais payent même au-delà de ça? C'est pour vous dire... Et souvent, c'est la famille qui se mobilise. Mais justement... À l'idée, dès que tu as interpellé la famille, commence à se poser la question sans te couper. On demande combien? Je vais donc chuter en vous disant, monsieur Bika, au commissariat central numéro 1, je cite, parce que si on m'interpelle, les archives sont là. J'ai fait 1 heure d'entretien avec le commissaire, où il me demande de payer une somme d'argent pour quelque chose que je ne connais pas. La chose était simple, une femme qui emploie un jeune dans son institut de beauté, pendant que le jeune travaille, il dit, bon, maintenant tu vas te sexualiser avec moi. Le jeune refuse parce que ça pose déjà des problèmes dans son foyer. Le jeune vient me voir, tu connais, tu es au parfum de mes émissions. J'ai dit, ça c'est une affaire de mœurs, on n'en parle pas, allons voir la dame. Si elle ne te libère pas, tu quittes et tu laisses. La dame m'a rappelé 1 semaine après pour me donner rendez-vous, alors que les Antigans m'attendaient déjà. Voilà comment je me retrouve. Voilà comment je me retrouve. Parce que tu avais eu l'information de la mafia. C'est ce que je parlais tout à l'heure d'impunité, donc de la violation des droits de l'homme. Par exemple, ce sont tes droits qui sont violés. Et ça va même plus loin, pour mettre un peu l'eau dans ton vin, sur Père et Césaire. Lorsque vous arrivez même dans ces unités pour déposer la plainte, on vous dit que pour enregistrer la plainte, vous devez débourser une somme d'argent. Tout à fait. Pour que la plainte soit saisie, vous devez débourser une somme d'argent. J'ai été victime. C'est 10 000. Et j'ai posé, c'est 10 000. Et j'ai posé la question de savoir pour quelle raison je suis plaignant alors que la loi me dispense des frais de timbre. Je dois verser 10 000 francs. Il m'a dit c'est parce que nous n'avons pas de logistique, nous n'avons pas de machine, nous n'avons pas de papier. J'ai dit dans ce cas, moi je vais saisir donc, le patron de la gendarmerie. La police pour lui dire bon, mais il y a des unités de gendarmerie qui n'ont pas de matériel de bureau pour travailler, pour servir le peuple. Il m'a dit non, pardon, monsieur, si vous n'avez pas dit que vous n'avez pas, que de venir me dire que vous allez voir mon patron. Voilà. Voilà un peu comment l'affaire se passe. Et je suis sûr que vous êtes tous là témoins. Et finalement, on a saisi votre plainte ou pas? Oui, ils ont saisi la plainte. Ils ont compris que et ils ont délivré une convocation. Je suis donc en disant, pendant c'était pour juste ajouter à ce qu'il est en train de dire que voilà un peu les affres dont le peuple subit. Et nous tous là, nous sommes connaissants de ces choses-là. Mais il va falloir à ce moment que nous prenions le courage et dénonçons. Pendant qu'on m'auditionne, nous sommes complices. Je suis par là, j'ai dit au commissaire, on m'a auditionné et j'ai vu la mascarade qui se passe dans votre unité. Tous les OPJ ont arrêté leur travail parce qu'un journaliste qui dénonce des choses, on dit donc c'est toi. Lorsqu'on a entendu que c'est moi qui étais au fait
des nombres d'histoires avec Duval et Balin, tout le monde qui était en train d'entendre, des personnes qui étaient en train d'être auditionnées, ont arrêté parce qu'il fallait venir me faire la peau. J'ai dit au commissaire, monsieur le commissaire, vous me demandez de donner 50 000, 100 000 à une dame, contre qui je n'ai rien fait. Elle a cité, elle n'a pas de chantage. C'est vous qui maîtrisez la loi. Chantage signifie quoi? Elle a parlé d'arnaque. Ça signifie quoi? Parce que comme ça est une instance judiciaire. Elle a parlé de diffamation. Ça signifie quoi? Est-ce que de ces trois faits, monsieur le commissaire, de ma déposition faite, avez-vous vu un seul moment où ces trois faits, il y a eu un corollaire ou un similaire? Je ne paye pas. Je ne vous donne rien, ni à vous, ni à elle. Si vous supposez qu'en prison, il n'y a que des innocents, des coupables, vous mentez, j'irai donc en prison. J'ai été libéré, M. Bika, après 7 jours de cellule, par M. le procureur. Pour revenir à ce que M. Hubert disait, combien sont ces Camerounais qui peuvent défendre leurs droits? Dire que ici, je suis dans mon droit et je meurs parce que je suis dans mon droit. Tout le monde me demandait comment tu veux rester là-bas, il faut qu'on négocie. J'ai dit, on ne négocie rien. Si vous venez donner votre argent, c'est votre problème. Je préfère aller en prison parce que j'ai fait un travail qui est noble. Voilà, Hubert, on revient à l'affaire. C'est tous comme ça au Cameroun que la police camerounaise fait preuve d'une certaine inertie. Au Cameroun, ils font rarement preuve de célérité dans les problèmes. Il y a des gens qui sont là même pour des cas d'entrée qui font 7 ans, qui ne voient pas le procureur. D'aucuns pour d'autres boutiques qui ne sont jamais appelés au paquet. Et ils sont aussi champions pour envoyer les affaires. Une telle célérité dans une affaire de crime, ça interroge quand même. Hein, on convoque quand même. Bon, il est dans un crime et 4 mois après il est sorti, il est dehors. Donc les Camerounais voyaient les œufs depuis 10 ans qu'ils sont en prison pour l'œuf. Ils n'ont même pas vu le procureur. C'est quand même un aspect qui interroge. Pourquoi ce monsieur a eu droit à une telle célérité et un tel jugement après? Est-ce que lorsqu'on convoque le corpus judiciaire au Cameroun, on voit le traitement qui est ce monsieur, on peut quand même dire qu'il a fait preuve, il y a eu beaucoup d'impartialité. Hein, on a fait du favoritisme vis-à-vis de son affaire. Ça témoigne à suffire que dans la litanie des corps les plus corrompus qu'il y a au Cameroun, celui de la justice, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez lu tous les rapports, que le service, le corps de la justice est le corps le plus corrompu. Corrompu parce que les plaignants, pour certains, corrompent pour que leurs affaires avancent, aboutissent comme ils ont pensé, parce qu'il faut clairement dire que ce n'est pas parce qu'on est toujours le plaignant qu'on a raison. On peut se plaindre même à tort et on force sur le passage pour montrer à l'autre qu'on a raison. Les victimes ou alors les accusés, après s'être condamnés, comme dans le cas d'espèce, je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est vrai, donc je mets ça, je dis ça avec beaucoup de réserve, également peuvent payer. De toute façon, on a plein de gens qui sont allés en prison et avant qu'ils ne purgent leur peine, les familles se sont mobilisées parce qu'on leur avait dit, pour qu'ils sortent, il faut payer telle somme. Or, la justice, et notamment la privation, a une dimension corrective. C'est-à-dire qu'il y a cet élément-là qu'il faut intégrer. Quand vous êtes condamné, c'est parce que vous avez enfreint la loi, vous avez causé du tort à un individu, on vous enferme pendant une période dans l'optique justement de vous faire une sorte de lavage de cervelle, notamment des éléments néfastes qui vous ont causé à poser cet acte. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est clair qu'on est dans une situation qui, si on fouille très loin, on verra bien qu'il y a de la corruption dedans. Et quelqu'un a dit sur ce plateau tout à l'heure que la justice, ou alors l'injustice, expose une société à l'implosion. Je crois que des situations comme celle-ci doivent être gérées avec efficacité. Et j'invite justement le corps de la justice à faire une clarification la plus absolue et la plus immédiate dans cette affaire. Si c'est une erreur, il faut très rapidement la rattraper. Si c'est des individus qui sont dans cette magouille, il faut, pour tenter justement d'apaiser les cœurs, que ces individus, notamment de la justice, pour être plus précis, soient sanctionnés. Mais je dis, si j'étais dans la famille de cette dame, je supporterais très mal cette affaire et je ne fermerai pas ma bouche.
j'aurais pris la parole, encore que sans être de la famille, je suis tenu d'en parler parce qu'il relève justement de notre obligation à amener à ce que les choses fonctionnent minimalement un peu bien. Mais est-ce que c'est possible? Nous sommes dans un engrenage qui a tellement des imperfections, des choses sont mal faites, des corps, des corporations sont assez pourris pour que l'on soit toujours en train d'avoir sur la table des manifestations de l'urgence. Je ne vais pas parler de l'urgence de la pensée, mais l'urgence de la refondation. Et là, le corps de la justice a besoin d'une réelle refondation afin que ça n'implose pas. Voilà, Patrick Bibé, cette célérité, elle interroge comme connaissant la justice camerounaise. Tout à fait, tout à fait. Et au Cameroun, en réalité, le traitement de votre dossier dans la justice dépend de vos affinités ou alors dépend de votre statut au sein de la société. Il faut donc maintenant chercher à comprendre, est-ce que le monsieur qui a été relaxé, est-ce qu'il avait des accointances avec certains pontes du régime ou alors certains barons de la justice au Cameroun? Il faut se poser un tas de questions. Mais je continue ici à dire que cela est mal perçu pour notre justice. Il faut que l'État, qui garantit, n'est-ce pas, notre sécurité à tous ici, que l'État prenne ses responsabilités et que véritablement l'État résolve rapidement ce genre de situation. Aimé Césaire vous a dit tout à l'heure que ce genre de jugement, de décision peut conduire à l'implosion de la société. C'est vrai que le président a demandé que les associations des droits descendent pour manifester, mais vous savez également la difficulté que nous avons ici au Cameroun à manifester. Parce que généralement, quand il faut être le tam-tam du RDPC et marcher partout dans nos artères, là, on vous donne facilement l'autorisation de manifester. Mais pour ce genre de situation, on va commencer à dire que l'ordre public est monté, c'est descendu. Donc, c'est un peu difficile. Mais quoique, dans les pays véritablement démocratiques, dans les pays sérieux, ce genre de manifestation se fait spontanément. Mais en réalité, je voudrais chuter, en réalité, si, comme je le disais, l'État ne réussit pas à garantir la sécurité, chacun va donc commencer à être son propre juge, à se rendre justice soi-même. Et véritablement, on entrera dans l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes. Voilà, Césaire Dambo, c'est justement de ça que je voulais parler avec vous. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui légitimer, entre guillemets, cette prolifération de Camerounais qui se rendent de justice? Parce que dorénavant, c'est une pratique qui est courante. Les Camerounais estiment qu'ils devraient se rendre justice puisqu'ils n'ont plus foi au système judiciaire camerounais. Est-ce que de tels actes, lorsqu'on voit, donnent un peu de crédit à cette manière de faire les choses, quand bien même moralement, éthiquement, elle est condamnable? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte que les Camerounais migrent vers cette dynamique de manière abyssale? Je vais vous dire, si rien n'est fait, ça va aller crescendo. Il ne se passe pas un seul jour. Les coups de poignard, avant-hier c'était au Bala. J'ai dit qu'il ne se passe pas un seul jour. Et vous savez pourquoi? Les gens ont donc permis aux uns et aux autres d'en faire. Regardez, vous êtes dans la rue, avec les ruelles que nous avons. Vous, par inadvertance, je ne sais pas trop, vous grattez la peinture de la voiture d'un usager comme vous. Il sort, s'il ne vous a pas giflé avant de récupérer vos pièces, dans une histoire où on est en circulation. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que tu me connais? Ça, c'est la première des choses. Tu sais Le mot, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Est-ce qu'un civil a le droit de ravir les clés ou les documents d'un véhicule? Que non. Même si vous êtes policier, c'est un autre collègue qui viendra vous aider
nonobstant peut-être une présentation formelle. Mais vous n'avez pas le droit, si vous n'êtes pas un policier en circulation, de ravir les clés d'un autre usager comme vous. Est-ce que l'accident là, lorsqu'on sort de la maison là, on autoproclame qu'on va faire l'accident? Non. Mais qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu me connais? Il y a donc la logique de est-ce que tu me connais? Si quelqu'un te pose la question, est-ce que tu me connais? Il ne te dit pas ça parce qu'il est trop grand de taille. Il te dit ça parce qu'il a des personnes sur qui il compte pour te faire X ou bien Y. Je m'amusais avant-hier à voir un jeune homme de moins de 12 ans qui disait à son aîné que si tu t'amuses, mon père est colonel, il suffit que je l'appelle. C'est-à-dire, on veut juste le raisonner, il ne faut plus consommer les choses que vous connaissez là. Monsieur Bika, je vais aller très loin. Il y a donc cette logique de l'impunité. Si quelqu'un te dit, est-ce que tu me connais, et que réellement il te montre qu'il est quelque chose, sans que ça ne gêne personne. Si quelqu'un te dit, du moment où toi et moi on est assis là, le prochain concours de l'ENAM, j'y serai. Soit peut-être en catégorie A ou bien B. Et il y est. Monsieur Bika, Il est sûr de passer. si dans une administration, il y a des consonances bizarres au moins 50 fois, je ne vais pas citer, je vais seulement dire Dambo, 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 Dambo. Dans une administration. C'est ça l'impunité. Vous ne pouvez rien me faire. Et maintenant, si les Dambo sont déjà dans un commissariat rempli, dans une brigade remplie, il est fort probable que M. Bika se plaigne du commissariat X et que dans Y, comme c'est le même phénomène, et le pot taureau, c'est quoi, M. Bika? Vous vous retrouvez quelque part, vous dites, je ne veux pas monnayer ici, vous partez, vous plaindre chez le chef. Le chef vous dit, va balayer la route. C'est comme ça que ça se passe. Bon, si le chef chez qui vous êtes allé vous plaindre, on appelle ça en norme, c'est-à-dire tu laisses le petit, le subalterne, pour aller voir le chef qui doit régler le problème. Bon, maintenant si le chef te dit que toi aussi, va arranger avec lui. C'est gâté, hein, c'est fini. Hein. Je vais continuer pour vous dire, quand dans un pays on parle de la justice en termes de comptoir commercial, c'est suffisant. Comptoir commercial. Je connais des dossiers, M. Bika, pour avoir géré personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, où toute une famille est dépossédée de leurs biens, malgré ce qu'on a fait. On vous parle de la justice qui prend son temps, et vous avez bien fait d'évoquer la célérité avec laquelle le monsieur est élagué. Mais on vous parle des contorsions bizarres en justifiant que la justice, laissez la justice faire son temps. Mais est-ce que pour 10 ans, on n'arrive pas à déceler le nœud d'une affaire? Je prends le cas Martinez-Zogo. Ça fait 2 ans, mon Dieu, qu'on ne te dit même pas que la reconstitution des faits a lieu. Alors qu'il y a des personnes qui ont été déjà. Mais qu'on disait seulement à ceux-là qu'on est venu, allons pour la reconstitution des faits. Je reviens donc à notre sujet. Comptoir commercial veut dire ce que ça veut dire. Si tu n'as pas d'argent, un peu comme vous avez dit tantôt que l'école, ça coûte cher. Pourquoi l'école coûte cher pour ceux qui ont fréquenté à vil prix? Mais il y a quelque chose qu'on leur donne maintenant qui est plus grave qu'avant, Monsieur Bika. C'est dans la même logique. Ou lorsque tu viens, on dit pour enrouler le dossier, tu fais comme ça. Tu as enroulé le dossier. Maintenant, on te dit fais comme ça. Qui n'entre plus dans la logique. Un juge a posé la question à un magistrat. Lorsque vous parlez de la notification au poteau, et vous prenez ça en compte, est-ce que c'est sérieux? J'ai un problème avec M. Bika. Il y a une décision qui est prise là. Je viens dire que j'ai vu Bika, je lui ai déjà remis. Tu ne m'as rien remis. Mais devant un magistrat, on dit quand même que la notification a été faite au poteau. Donc on vient, on voit un poteau devant votre porte, on accroche le document sur ça et on part. Mais c'est faux, il n'a pas accroché. Mais l'expression notification au poteau passe. Et pour revenir à mon affaire que j'ai suivie, C'est de voir le poteau, puis ne pas voir le poteau. pour revenir à mon histoire que j'ai subie au premier arrondissement, devant le juge au tribunal, parce que l'histoire, lorsqu'on m'a demandé de rentrer chez moi, le procureur m'a demandé de rentrer chez moi, l'affaire a continué. La dame n'est plus revenue. J'ai dit à madame le juge que madame, je vais quand même relever un détail très fort. Je n'avais pas signé mon audition. Et vous savez ce que ça veut dire en termes de la loi. J'ai relevé les manquements. Mais sauf que cette dame m'a dit, c'est des choses qui m'ont évalué. Ce n'est pas son dada.
Oh, la loi est claire, monsieur, le nouveau code de procédure pénale est clair. Les manquements, si vous pouvez passer un aveu parce qu'on vous a bastonné, devant le juge, vous revenez sur ce fait. Mais j'ai été choqué de la réaction du juge. Voilà, Qui me raconte des choses qui n'ont ni de tête, ni de queue. Voilà, Et vous comprenez avec ce genre de justice. Souvent, vous réagissez depuis. Ou bien vous... Oui, je voulais juste continuer à poursuivre un peu dans la même lancée en disant que dans l'affaire, par exemple, vous avez mis en exemple, en exergue là, sous réserve, il peut s'agir d'un cas de corruption, il peut s'agir d'un cas de népotisme, il peut s'agir d'un cas de trafic d'influence, parce que ça existe. Et c'est ça qui amène les citoyens à avoir ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'impunité pour certains. Et cela a des conséquences graves. Parce que déjà, on n'a plus confiance à la justice. On n'a plus confiance à nos autorités de sécurité. Et ça favorise la montée de la violence. Parce que là, quand il y a violation des droits de l'homme, je décide désormais, au lieu de te traîner devant les tribunaux ou devant les commissariats et les gendarmeries, je décide de moi-même faire justice. La vertu populaire, c'est ça. Voilà les corollaires de ce sentiment d'impunité qui va grandissant au sein de la population. Du coup, vous allez trouver dans des quartiers des gars qui ont fait des sortes de Far West. Presque chaque quartier a son petit Far West aujourd'hui. Des bonhommes qui consomment des stupéfiants à longueur de journée et qui viennent taxer les commerçants carrément. Tout à fait. On sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là. Et lorsque vous arrivez quelque part pour consommer, dites que mon frère, pardon, si on te demande quelque chose, donne, parce que si tu ne veux pas là, ils peuvent sortir après, ils te mettent au coup de poignard. Vous comprenez, on est dans un climat de terreur, d'intimidation. Et c'est ça. C'est simplement parce que nous avons un sentiment d'injustice, nous avons un sentiment d'impunité. Parce que quand je vais l'amener, il va me retrouver au quartier, il va me faire la peau. Alors du coup, je décide de ne plus le faire. Mais pour me débarrasser, pour résoudre définitivement ce problème, il faut quoi? Il faut que c'est moi qui porte le coup. Donc c'est ça. Ok, Ben Volo, est-ce que il pourrait avoir un moyen de recours probable possible? L'affaire a été jugée, il a été jugé, condamné en première instance, il a été élagué en grande instance, au moment donné, il est sorti, 52 000 lettres dehors. Tout le monde se plaint aujourd'hui, tout le monde pleure, tout le monde s'égosille. Est-ce qu'il pourrait, comme ça, avoir moins de recours, est-ce que la famille pourrait repartir, porter plainte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être rétabli dans leurs droits aujourd'hui? Eux qui se sentent floués par la justice, se sentent mal dans leur chair, pour éviter qu'ils migrent vers la justice populaire. Est-ce qu'il y aurait une possibilité quelconque? Vous avez que... Quand vous m'avez posé la question, j'ai confessé le fait que je ne sois pas juriste. C'est vrai qu'on peut me créditer une ou deux connaissances, mais voilà, quelques bribes. Après, je suis un justiciable. Et tout justiciable est supposé connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on souvent. Donc, de ce point de vue, je peux donc m'essayer en indiquant que si l'affaire a été rendue, la première chose, c'est que la famille est donc dépositaire ou alors détient, pour être plus précis, la grosse. La grosse indique clairement... Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que la grosse indique clairement quelle est la sentence qui a été prononcée. À partir du moment où la famille a la grosse, les déroulés, ou alors le déroulement des événements doit être conforme à la grosse. Et donc, de ce point de vue, si quelque chose s'avère non conforme, ils sont dans leur droit, justement, de repartir voir le juge pour contester le non-respect de la décision de justice. Le respect de la décision de justice, il repose sur le fait que l'individu a été condamné 7 ans. Il y a donc d'ailleurs des charges de privatives de liberté et il y a des charges que l'on peut appeler les amendes. Les deux, l'un n'efface pas l'autre en principe. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes condamné à 10 ans de prison et vous devez réparer le préjudice. Et un peu comme on lit dans les affaires du TAS, vous lisez souvent les notes du TAS. On vous dit que votre affaire n'a pas prospéré, votre requête est irrécevable, mais pour avoir traîné l'autre en justice,
et vous lui avez fait perdre de l'argent, vous devez lui donner 12 000 $, il ne sait pas trop, je dis n'importe quoi. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Et donc la famille doit, s'ils ont reçu la grosse, et sur la base de la grosse, ils doivent repartir en justice pour dénoncer le fait que la décision de justice qui a été prononcée devant les juges, devant les institutions agréées et réglementées en République du Cameroun n'est pas respectée. Et ils doivent également présenter leur frustration et d'aventure exprimer la menace en guise peut-être pas de représailles, de désaccords, de mécontentement, de comment, non pas face à la famille, mais face à la justice, donc face à la République du Cameroun, qui est supposée garantir à tout individu la justice nécessaire, que les mises en cause soient sanctionnées à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé, que les justiciables soient reparés dans le préjudice qu'ils ont subi afin que la société fonctionne normalement. La partie VB, s'il peut avoir un moyen de recours possible, peut-être aller à, c'est pas quoi, à la Cour suprême, il y a des recours comme cela, Tout à fait. Mais je pense que c'est le souhait que j'ai que les avocats, que certains avocats se saisissent de l'affaire pour accompagner la famille. Parce que nous sommes d'accord que les 7 ans sont même insuffisants pour avoir ôté la vie. Mais si vous avez été condamné à 7 ans d'emprisonnement, vous faites vos 7 ans et puis vous sortez. Au moins cela apaisera la famille. Mais pas que vous fassiez 4 mois et puis vous sortez. Vous sortez sur la base de quoi? Bonne conduite ou alors trafic d'influence, comme disait le président, trafic d'influence ou autre. Comme recours, je pense que la prochaine étape sera certainement la Cour suprême. Parce que vous avez dit première instance, grande instance, sera probablement la Cour suprême. Donc c'était le seul recours à faire là-bas. On est lagué à la grande instance, on a le droit là. L'appel, oui, je te fais l'appel. Qu'on soit en instance première ou bien deuxième, il y a l'appel. Généralement, je pense que c'est 10 jours pour faire appel si vous n'êtes pas satisfait. Est-ce que la grande instance n'a pas agi comme la Cour d'appel? Puisqu'on l'a condamné à la première instance. Voilà. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, l'appel qu'il a fait pour justement, oui, c'est l'appel qu'il a fait pour la grande instance. à la L'appel grande qu'il a fait pour la grande instance. Non, je pense que c'est un crime et c'était. Et si là-bas on a confirmé, s'il y a eu appel, je dis, non, je ne pense pas. Ce n'est pas, il n'y a pas. Moi, je parle conditionnel parce que j'ai dit, il faut pas qu'on la C'est pour ça que j'ajoute, c'est le cas d'un crime. C'est en grande instance. Justement. Donc, l'appel, on est dans la logique de l'appel. Donc, je crois que si la famille a interjeté appel, bon, et que le gars a été condamné à 7 ans, certainement on va attendre d'abord le procès au niveau de l'appel. Je crois qu'il y a une première instance, il y a une première instance qui existe. Je crois qu'il était condamné à 7 ans. Non, c'est en fonction de ce qu'on a. La faute du crime, hein, ça c'est une question. Non, de la gravité de la faute, que soit vous êtes en première instance, soit vous êtes en justement. instance. D'accord. Mais là, il s'agit d'un crime. Donc ça dépend. Mais là, c'est le haut niveau. Oui, c'est le haut niveau. C'est la grande instance. Après, il y a l'appel, et ensuite, vous pouvez aller à ce qu'on appelle Cour suprême. Donc, je crois que la famille peut épuiser d'abord toutes les voies de recours. Mais maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi. La question, en fait, c'est que pourquoi il est dehors. Bon, à ce niveau, je n'ai pas de très bonne précision sur le plan juridique pour savoir s'il pourrait être libéré sous caution. Et maintenant, si c'est même le cas, est-ce que 50 000, 52 000 francs, ça représentait quel frais? Donc, je crois qu'à partir d'ici, je vais devoir m'impliquer, fouiller un peu exactement le fond du dossier pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour mieux me prononcer dessus. Parce que là, beaucoup, je suis des réserves. Parce que nous avons quand même des hommes de loi au Cameroun et on les confère quand même encore cette petite confiance-là au niveau de la justice, donc de la transparence. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait que les magistrats peuvent être sanctionnés si jamais ils sont porte-à-faux. Il y a des cas de violation après la... Bon, moi je pose la question, qui sanctionne le magistrat? Quand depuis la dernière fois qu'on s'est tenu le Conseil supérieur de la magistrature, justement, il peut avoir ce sentiment justement aussi d'injustice quand les gens sont en mesure de pouvoir soit prendre de l'argent pour rendre une décision en faveur d'une des parties et savoir qu'il n'y a pas le temps que vous allez même avoir son dossier disciplinaire, le temps que ça va arriver qu'il y ait conseil, pour pouvoir le sanctionner. De quelle sanction, puisque de toute façon, le magistrat est justiciable.
Tout à fait, je suis Maintenant, d'accord. est-ce qu'il est justiciable dans le cadre Et il y a de beaucoup l'exercice de de ses dossiers. fonctions? Je dis qu'il y en a Là, c'est un beaucoup autre de débat. dossiers. Il y a beaucoup de Voilà. dossiers de magistrats qui sont en entente de décision Oui, par c'est le patron. Non, ce que Et je alors veux dire. maintenant, certains, même, sachant déjà même que son dossier est là-bas à l'instance du Conseil supérieur de la magistrature, peut se permettre certains... Oui, mais Simon, ce que je veux dire, c'est que la sanction dont tu parlais, la sanction justement professionnelle, qui elle est prononcée justement au niveau du Conseil de la magistrature suprême, qui lui est présidé par le chef de l'État. Et on sait qu'on connaît, on ne va pas refaire le débat là-dessus. Mais il faut quand même préciser que le magistrat est justiciable. Si. Et donc, dans le cadre de son activité civile, Tout à fait. s'il pose un acte, on peut rester en justice, faire une saisine de la justice et y comparer devant une autre juridiction, devant ses compères. Mais là, il ne comparait pas comme étant magistrat, mais comme étant un citoyen, parce que tout le monde Là, nous sommes d'accord. est justiciable. Tout à fait d'accord. Mais dans le cas d'espèce-ci, il agit en tant que magistrat en fonction. Donc sa décision doit certainement obéir au parcours Tout à fait. judiciaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, vous passez en appel, et puis dans l'appel en appel, mais lui il aura fait son boulot et ça arrête là. Tout à fait. On va respecter simplement. Je suis d'accord. Voilà, on a dit dernière minute, on va essayer d'arriver à des solutions. Comment faire pour que cette change Cameroun. Avant de donner des solutions, Oui, monsieur Bika, nous sommes quand même dans une histoire où j'ai suivi beaucoup de témoignages. Il y a une dame qui a témoigné, et plusieurs, celle qui enseignait, bref, une collègue, celle à qui on a ôté la vie, qui explique le scénario. Au point de vous dire comment la femme, à un moment donné, refuse d'aller mettre sa carte bancaire à contribution pour prendre l'argent pour venir donner à un bonhomme. Voilà donc le péché qu'aurait commis cette dame pour être lapidée comme ça a été le cas. Maintenant, M. Simon tente de rentrer dans ce qu'on appelle en droit l'herméneutique, où le juge peut interpréter. Mais là, quand même, la condamnation a été faite. Il ne m'est pas venu à l'esprit, encore moins dans les écritures que j'ai lues, une seule petite seconde où on a vu peut-être on peut commettre involontairement un acte. Je n'ai pas encore vu que ce monsieur, il y a la mention là. Et crime involontaire. Homicide involontaire. Homicide involontaire. Je n'ai pas vu cette mention. Au moins, c'est dans le cas de Mungan Ténor, on a semblé faire des histoires, bon, comme la fin de l'an, c'était un accident. Mais dans le cas précis, on n'a pas vu puisque rien n'a été nié. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'interroge même sur les 7 ans. Même s'il avait consommé, pour quand même quelqu'un qui a tué, c'est un meurtre qui semble être on peut même dire prémédité parce que les écritures qui coulent des sources en parlent. Il y a des voies de recours, il faut les épuiser. Nous sommes en droit, nous sommes en justice. Oui, nous on est aussi un peu dans la spéculation. Ça ne va rien changer dans la situation. Nous conseillons, les familles de cette dame aussi nous reçoivent. Je suis d'accord. Il faut continuer toujours à dire nous ne sommes pas satisfaits de la décision à ce niveau. Nous appelons à un autre jugement. Je voudrais un peu ajouter un petit mot pour dire nous sommes là dans une posture lorsque une instance a rendu une décision. Si tu n'es pas d'accord, tu peux contester. Si ça a été contradictoire, c'est l'appel. Si ça a été le genre qu'on fait, tu n'es pas là, c'est l'opposition. Mais ici, un jugement a été rendu. Il n'est pas question qu'on saisisse en appel. Parce qu'on n'a pas contesté la décision. Il est plutôt question que la décision soit appliquée et que le ministre de la Justice, la peine soit consommée. C'est le ministre de la Justice qui doit être saisi. On n'a pas besoin d'aller à la cour d'appel pour faire quoi? Pour dire quoi? Le ministre doit être saisi automatiquement, ou bien le patron de cette dernière qui a posé là. C'est ce que vous voulez ajouter. Et puis je veux savoir, est-ce qu'ils sont satisfaits des 7 ans? Est-ce que c'est la... Oui, tout à l'heure, on disait que 7 ans est minable. Est-ce que... Ça, c'est notre avis. Ah, voilà. Ça, c'est notre avis. Moi j'estime que pour quelqu'un qui a ôté la vie de manière volontaire, on n'a pas les instruments pour le démontrer. 7 ans, c'est un crime. La réclusion à perpétuité pour avoir commis un crime. La loi est claire dessus. Mais disons que on a donné 7 ans, les circonstances atténuantes. Ouais. On a donné 7 ans. Mais vous n'allez même pas au bout de ces 7 ans. Vous faites 4 mois
et puis vous êtes relaxé. C'est là là le le vrai problème. débat. C'est là le problème. S'il avait fait les 7 ans, nous ne serions peut-être pas en train de parler. Peut-être même pas informé. Oui, ce qui fait justement que... S'il a fait que 2 ou 3 ans, on ne serait peut-être pas au courant de sa liberté. Oui. Certainement, oui, mais même pas une année. Vous ne faites même pas une année, vous faites 4 mois et puis vous êtes relaxé. Et puis vous êtes relaxé. Donc ça pose donc justement un certain nombre d'interrogations. Est-ce le trafic d'influence? Est-ce de la corruption? Est-ce que le monsieur avait ses... Bon, je vais dire ça de manière triviale. Est-ce qu'il avait ses couloirs dans la justice, ainsi de suite? Donc ça pose un tas de problèmes. Ça pose un tas de problèmes. Et tout à l'heure, je pense que nous sommes tous d'accord ici sur le plateau pour dire que ce genre de décision-ci là concourt à envenimer la situation, la crise sociale que nous sommes en train de traverser. Et c'est ce qui concourt. Moi, récemment, j'ai vécu une scène chez moi dans mon quartier où on a arrêté un voleur. Au lieu de l'amener à la gendarmerie, les gars ont allumé un feu et puis on l'a brûlé vif. Quand la gendarmerie est venue, c'était trop tard. C'était la dernière populaire. Alors, vous voyez donc que ce genre de jugement, lorsque c'est rendu, et que la personne même, parce que disons 7 ans, oui, ça a été accepté par la famille, mais que la personne ne consomme pas ces 7 ans. Vous comprenez que la famille, si elle... Parce qu'elle peut être fatiguée également de dire que bon, je vais encore aller à la justice, il va encore peut-être sortir. Parce qu'on ne peut pas juger une même affaire de il va peut-être sortir. Il dit peut-être le temps pour les repos étant déjà épuisé. Ils attendaient plutôt qu'ils consomment. Justement, en fait, ce que je veux dire, on le retrouve en liberté sans savoir par quelle alchimie il se retrouve en liberté sans avoir consommé ne serait-ce que le 1/7. Voilà, de ces 7 ans. Oui. Là, maintenant, il faut saisir le ministère de la Justice. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la famille peut même justement aller sur la justice elle-même. C'est-à-dire qu'aller aussi en finir avec le monsieur. Surtout qu'il n'y a eu ni commutation de peine, ni une ordonnance de il nous reste exactement 6 minutes, 4 minutes sur l'émission. On va prendre 30 secondes pour aller vers les solutions. Pourquoi ça vous, M. Simambou? 30 secondes chacun. Oui, je pense qu'au niveau des solutions, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord, de renforcer les institutions de la République, surtout le corps judiciaire. La refondation du corps judiciaire est vraiment cruciale, parce que ça a beaucoup d'impact au niveau du fonctionnement du pays, même sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs économiques qui viennent au Cameroun à cause de cette justice qui n'est pas juste. Permettez-moi la tautologie. Quelqu'un l'a qualifié tout à l'heure, bon, pas de sa parole, il a rappelé qu'on avait qualifié ça de comptoir. À côté de ça, ici, le pouvoir de transparence. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand il y a des affaires au Cameroun, les procureurs qui sont à charge des dossiers peuvent au moins faire la communication. Nous regardons ça dans d'autres pays. Sortir faire au moins la communication, donner la position de l'État, ça fixe l'opinion. Ça situe l'opinion. Donc, pourquoi on n'ait pas ce sentiment que les choses sont faites dans l'ombre et après on retrouve toujours des personnes sans savoir exactement pour quelles raisons ils se retrouvent à l'extérieur. Il y a aussi la protection des témoins. Parce que lorsque vous êtes témoin d'une affaire, il va falloir que votre protection soit garantie. Parce que ça ne sert à rien que vous allez témoigner. Parce que justement, on a ce problème. Quand il y a appel à témoins, personne ne se présente. Or, lorsque les faits se présentaient, il y avait toute une foule. Pourquoi? Parce que si celui qui est mis en cause arrive à être, qui est présumé, l'auteur arrive à être acquitté, il revient maintenant, non seulement il s'acharne sur la personne qui l'a poursuivi, mais également les témoins sont sa cible. Donc il y a une protection des témoins d'abord qu'il faut aussi enlever. Un peu comme tout à l'heure vous avez supputé en disant que le monsieur peut avoir été traîné en justice pour quelques mois, juste pour le temps d'attendre qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait une accalmie au niveau de la famille de la victime. Tout à fait. Vous comprenez, donc c'est une forme de protection. Donc il y a aussi bon, l'encouragement de participation citoyenne, hein, c'est-à-dire dénoncer, manifester, 30 secondes des solutions. Je ne vais pas dire autre chose que de dire aux magistrats, oui. Je dis bien qu'ils soient du siège ou bien du parquet, aux juges. La loi leur confère 2 choses, M. Bika. Si les 2 choses sont respectées, il n'y aura plus de problème. On ne condamne quelqu'un que par exception. On ne doit également libérer quelqu'un que par conviction. La loi leur confère 2 choses. Ne condamner et ne larguer quelqu'un
qu'au vu de la loi et votre conscience. C'est terminé. Patrick Biébé, solution, proposer solution. Le respect du code de procédure pénale. Le respect. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un soit condamné à 7 ans et n'en fasse que 4 mois. Oui. Donc c'est le respect de la loi, tout à fait. Et il faut également sensibiliser pour qu'on n'ait plus justement affaire à ce genre de situation. Il faut sensibiliser les populations, notamment les femmes. Arrêtons un peu avec cette tradition que nous avons, la tradition africaine, où on veut que le mariage soit... que la femme supporte tout dans le mariage. C'est-à-dire que vous êtes bastonné, mais quand vous allez voir votre mère, elle vous dit non, c'est ça le mariage, il faut supporter. Lorsque ça ne va pas, mesdames, prenez vos pieds et rentrez chez vous. Ou allez louer, je ne sais pas quoi. Bref, sortez de cette situation, de cette vie maritale qui est nocive pour vous. Nous attendons toujours le Ce matin encore, je lisais la sortie du président sénégalais Diomaye Faye. Dans un entretien qu'il a eu avec la presse, il parlait de la justice. Diomaye fait remarquer effectivement qu'il y a une distance entre la politique et la justice et que la justice ne doit pas être rendue au nom de la politique ou alors au nom des politiques, mais au nom du peuple. On rend la justice au nom du peuple. Et je crois que chez nous, elle est davantage rendue au nom de la politique, au nom des politiques et non au nom du peuple. Et voilà, je crois que pour que le pays tienne debout, il faut que la justice soit davantage rendue au nom du peuple. Voilà, il faudrait que la justice soit rendue au nom du peuple pour que l'impunité cesse dans notre pays. Impunité, lutte contre l'impunité au Cameroun, combat réel ou cosmétique, c'était la problématique qui était adressée ce jour sur le table plateau de l'émission Tour de table ce dimanche, de ce dimanche 6 avril de l'an de grâce 2025. Nous vous remercions de nous avoir écouté encore à cette fin au début de semaine, ça dépend de tout un chacun. Sur ce plateau avec Hubert Volo, merci d'être venu sur le plateau Hubert Volo. C'est moi qui vous remercie. Patrick Biébé, merci d'être venu sur le plateau ce dimanche. Merci à vous également. Oui, permettez que je dise un mot magistral. Le plus fort n'a jamais été toujours le plus fort pour demeurer le maître. Voilà, merci Simon Mambo d'être venu. Par ma voix, c'est l'Union des populations africaines, militants et sympathisants qui vous dit merci. Voilà, merci. L'émission ce jour était encore coordonnée par Christelle Tignem et supervisée par l'honorable François Biba. On vous souhaite un excellent début de semaine en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision. On vous donne rendez-vous demain, lorsqu'à 18h30, donc à la première sortie de la semaine de votre émission Horizon Soir. Au revoir, bonne semaine à tout le monde.